Bienvenue tout le monde, c'est un plaisir de vous retrouver ici pour notre troisième rencontre de l'année, notre 12e de la série Penser le Québec indépendant. Et je salue également ceux qui sont en ligne, donc on a quelques personnes en ligne. Je soupçonne qu'il y en a quelques-unes qui vont afficher notre débat à côté d'une certaine partie de hockey, qui fait en sorte que probablement certaines personnes qu'on attendait ne sont pas là. Mais ne vous inquiétez pas, on va faire beaucoup de diffusion par la suite. Donc la rencontre va être enregistrée, elle est en direct sur Facebook, elle va être en différé sur YouTube d'ici quelques jours. Et ensuite, on a la possibilité de publier dans la revue L'Action nationale et dans le magazine Oui, je le veux. Alors, le magazine Oui, je le veux, on a le dernier numéro à la porte qui coûte 15 $. Ça vous donne l'occasion de vous abonner en même temps. Et on a également plusieurs anciens magazines, mais où il y a des dossiers qui sont encore d'actualité. Un dossier sur l'environnement, un dossier sur les Autochtones, un dossier sur l'énergie, un dossier sur la recherche et le développement, qui sont généralement inspirés des débats qu'on a eus précédemment. Alors, à ce moment-là, Sylvie Legault, qui assure l'accueil, me dit de vous dire qu'on les offre 3 pour 20 $. C'est une vente de pluie. Alors, 3 pour 20 $. N'hésitez pas, ça va nous aider à financer la salle aussi. Alors, donc, bienvenue tout le monde. Ce soir, Denis Monnière va animer. Bienvenue à nos panélistes et Denis, à toi la parole. Alors, merci Gilbert et surtout merci à vous tous et toutes de vous être présentés pour cette conférence organisée par le MQI et Gilbert l'a pas mentionné, mais par l'Action nationale aussi. Oui. Donc, c'est un exploit, je pense, d'avoir débauché une quinzaine de personnes de ce match. Vous avez échappé à l'aliénation nationale. Je vous en félicite. Et donc, ce soir, nous abordons, à mon avis, un des sujets les plus importants. La question, qu'est-ce qu'un Québec indépendant fera du système judiciaire? C'est une question fondamentale parce que le pouvoir judiciaire, c'est un des 3 pouvoirs, le législatif, l'exécutif et le judiciaire. Moi, cette question me préoccupe depuis une vingtaine d'années. Et j'ai consulté, j'ai discuté avec de nombreux dirigeants indépendantistes, pour l'essentiel des avocats, et je leur demandais toujours, mais qu'est-ce qu'on va faire une fois indépendant avec le common law? Qu'est-ce qu'on va faire avec le droit criminel, etc., etc., etc. Et tous, pendant 20 ans, m'ont répondu, on ne touche pas à ça. Le seul changement qui va arriver avec l'indépendance, c'est qu'il y aura une Cour suprême québécoise et on va évidemment rapatrier les tribunaux. Mais on ne touche pas au droit anglais. J'avoue que ça m'a laissé très perplexe. Ça fait 20 ans que je suis perplexe. Comment les indépendantistes peuvent-ils s'imaginer qu'on construit un pays sur la base du colonialisme? Parce que l'outil essentiel du colonialisme, c'est d'imposer un système juridique étranger à une population. Et c'est ça qui s'est produit depuis la conquête britannique. Or, nos indépendantistes ne veulent pas réfléchir à cette question. On peut les comprendre d'ailleurs, parce que changer le droit, abolir le common law, c'est un changement radical dans une société et surtout pour ceux qui travaillent dans le domaine juridique. Donc, c'est une question, à mon avis, très importante que nous abordons. Pourquoi l'abordons-nous si tardivement? Eh bien, c'est précisément parce que personne ne veut réfléchir à cette question. Quand j'ai planifié le manuscrit Penser le Québec indépendant, il est évident que le droit ou la justice était un des chapitres prévus. Je n'ai trouvé personne pour
l'écrire. Je fais bien sûr ici une parenthèse. J'ai trouvé mon ami Guillaume, mais mon ami Guillaume m'a dit « Oh, tu sais, je suis tellement débordé avec mon travail à la CAQ que je ne peux pas m'en occuper. » Bon. Alors, ce n'est pas on dit ça. C'est une interprétation large générale. C'est comme ça qu'on parle des rumeurs. Donc, voilà, ce soir, je pense qu'on va essayer de pénétrer l'angle mort de notre système politique qui inclut, évidemment, le pouvoir judiciaire. Alors, pour faire ce travail de réflexion, ou amorcer, disons, je ne pense pas qu'on va trouver toutes les solutions ce soir, mais pour amorcer ce travail de réflexion, donc, le MQI a pensé inviter notre ami Guillaume, qui est le seul, finalement, qui voulait plancher sur la question, mais il était débordé, donc il ne pouvait pas s'en occuper, et notre ami Vallée et notre ami Ouellet. Alors, Guillaume Rousseau, bon, aujourd'hui, il est très connu. Moi, je le présenterai d'abord comme un membre de la Ligue d'Action nationale, parce que ça fait très longtemps qu'il participe à l'Action nationale. Évidemment, c'est quelqu'un qui s'est distingué sur le plan universitaire parce qu'il enseigne à l'Université de Sherbrooke. Il est il est chercheur au Centre de recherche sur la régulation du droit de la gouvernance. Il est directeur du programme de droit et de politique appliquée à l'Université de Sherbrooke. Il a écrit quelques livres, mais disons qu'un qui a marqué, je pense, dans les dernières années, c'est avec Yvan Lamonde, le regretté Yvan Lamonde. Il a écrit un ouvrage sur la loi, sur la laïcité de l'État. Et plus récemment, enfin très récemment, l'automne, l'été dernier, il a coécrit avec Mme Pelchat le rapport sur le comité d'études du gouvernement sur le respect des principes de la loi sur la laïcité. Et il est aussi, parmi toutes ses fonctions, il est directeur de la recherche à l'Institut de recherche sur le Québec. Son collègue Vincent Vallée, il suit à peu près le même parcours. Il va sans doute le remplacer un jour. C'est ça le plan. Il est diplômé en droit et en sciences politiques et il enseigne le droit constitutionnel à l'Université de Sherbrooke. Il s'occupe de la défense des droits en santé mentale. C'est dans le passé, ça, j'ai vu ça. Les informations ne sont pas à jour. Mais disons, ce qui est plus remarquable, récemment, il a publié un ouvrage qui s'intitule « La différence québécoise, un modèle de liberté, d'égalité et de coopération », où il analyse les différences socio-culturelles et politiques entre le Québec et le Canada anglais. Et notre dernier panéliste, Éric Ouellet, lui est avocat professionnel. Isolé. Non. Il en faut, malheureusement. Il est enquêteur et médiateur accrédité en prévention et règlement des différends. Depuis 20 ans, il agit comme juge au tribunal administratif du travail à Montréal. Il a été vice-président du syndicat professionnel, des professionnels et professionnels du gouvernement du Québec. Et il est aussi membre administrateur du mouvement laïque québécois. Et il milite, bien sûr, pour l'indépendance du Québec. Et président du Parti québécois de Mercier et vice-président du Bloc québécois, Laurier-Saint-Laurent. Votre escarcelle est pleine. Merci. Donc, la procédure est la même que pour toutes les rencontres que nous avons faites jusqu'à présent. Notre conférencier aura 45 minutes pour présenter ses idées. Vous le savez, je suis extrêmement strict. Je pense qu'il faut respecter le temps de parole, non seulement des conférenciers, mais aussi du public. Et donc, il aura 45 minutes pour nous transmettre sa scientifique moelle. Ensuite, nos panélistes, commentateurs auront chacun 15 minutes pour analyser, critiquer, probablement pas trop fort, mais on peut critiquer les présentations de M. Rousseau. Et par la suite, évidemment, le débat sera ouvert à la salle, comme d'habitude. Alors, sans plus tarder, mon cher Guillaume, je te cède le crachoir. Bonsoir tout le monde. Merci Denis pour cette présentation. Merci à tout le monde pour la présence, pour l'invitation. Donc effectivement, ça me fait plaisir de vous parler du système de justice du Québec dans un Québec souverain. Je vais commencer par une partie un peu théorique. Quand on invite un prof d'université, il faut s'attendre à ça. Ça va peut-être un petit peu entrer en résonance avec ce que Denis disait plus tôt sur le fait est-ce qu'on veut réinventer le système ou on fait juste quelques ajustements techniques en cas de Québec souverain. Je pense
on ait un peu de hauteur théorique, ça va nous permettre, je pense, d'aborder cette question-là. Donc, je vais vous parler des modèles de justice constitutionnelle qui ont été théorisés par le Louis Favoreux, que j'ai eu la chance de connaître là, lors d'un séjour d'études en France. Ensuite, je vais parler du système de justice comme tel au Québec. On connaît tous un peu, parce qu'on a tous, à certains moments dans nos vies, fait affaire avec le système de justice, mais on ne connaît peut-être pas toutes les instances, les cours fédérales versus cours supérieurs, cours du Québec. Donc, je vais essayer de faire un petit tour d'horizon de cela, pour ensuite arriver avec le plan de résistance. Donc, une fois qu'on a jeté ce regard-là sur les modèles de justice constitutionnelle, le système de justice québécois, avec en parallèle le fédéral, quelles possibilités ça ouvre dans le cas d'accession à la souveraineté du Québec. Donc, je vais procéder dans cet ordre-là. Donc, d'abord, les grands modèles de justice constitutionnelle, selon doyen Favoreux, il y en a essentiellement deux. Il y a le modèle américain et il y a le modèle européen. Moi, je préfère parler du modèle nord-américain parce que même si le doyen Favoreux pensait surtout au système américain, finalement, c'est un système de common law, le système canadien, il ressemble beaucoup. Donc, le système nord-américain, c'est quoi? C'est un système où le contrôle de constitutionnalité, c'est-à-dire le fait de vérifier si une loi est conforme à la Constitution, d'interpréter du coup la Constitution. Moi, je suis plutôt de l'école réaliste, où je pense que les juges inventent un petit peu au fur et à mesure leur interprétation de la Constitution. Pas complètement, des fois les dispositions sont claires ou la jurisprudence est claire, mais il y a quand même un certain rôle créatif. Donc, ce qu'on appelle le contrôle de constitutionnalité, prendre une loi et dire est-ce que cette loi-là est conforme à la Constitution? Ben, dans le modèle américain, ça se fait par le juge ordinaire, par l'ensemble des juges ordinaires. Donc, si vous vous retrouvez dans une cause devant les tribunaux au Québec, vous souhaitez soulever l'inconstitutionnalité d'une loi qu'on vous oppose dans une cadre pour une infraction en matière civile, criminelle, peu importe, vous invoquez votre argument constitutionnel, donc vous invoquez la Constitution pour faire invalider la loi, peu importe le juge devant lequel vous êtes. Que ce soit un juge administratif, un juge de la Cour du Québec, Cour supérieure, Cour fédérale, peu importe, tous les juges font du contrôle de constitutionnalité. Bon, ensuite, on pourrait faire des distinctions. C'est la Cour supérieure va rendre un jugement erga omnes, donc qui vaut pour tout le monde, qui va invalider la loi pour tout le monde, du moins dans l'État fédéré, alors que la Cour du Québec ou des tribunaux administratifs vont déclarer que la loi est inconstitutionnelle, mais juste pour les parties. Donc, ça, on va retrouver ça souvent. Vous allez voir, la Cour supérieure a beaucoup de pouvoir et c'est elle dont les juges sont nommés par le fédéral. Donc, ça, c'est du sérieux et elle rend des jugements qui ont plus de portée que les tribunaux dont les juges sont nommés par le gouvernement du Québec. Donc, première caractéristique du modèle américain, c'est vraiment tous les juges font le contrôle de constitutionnalité. On dit donc que le contrôle, il est diffus. Plutôt qu'être concentré dans une seule cour constitutionnelle, comme on verra tantôt que le modèle européen, le contrôle de constitutionnalité se fait partout par tous les juges. Ensuite, le contrôle de constitutionnalité dans le modèle américain se fait de manière concrète. C'est-à-dire que c'est Madame une telle dont les droits sont visés pour telle raison, parce qu'il est arrivé telle chose, un contrat ou telle infraction. Là, c'est des faits concrets. Là. Vraiment une personne en chair et en os ou une corporation avec des faits concrets qui disent la loi porte atteinte à mes droits constitutionnels pour telle raison. Parce que je voulais traverser le pont, un policier m'a arrêté, j'ai pas pu traverser, ça porte atteinte à ma liberté de mouvement. C'est arrivé tel soir, à telle heure, avec tel témoin. Donc, c'est très concret. Donc, là, on va regarder en fonction des faits de l'affaire, des témoins, des expertises sur l'état psychologique de la personne. Donc, on est dans du concret. Alors qu'on verra tantôt le modèle européen, souvent le contrôle de constitutionnalité se fait de manière abstraite. On ne parle pas de monsieur, madame, on parle de, en théorie, est-ce que ma loi qui flotte dans les airs porte atteinte à ma constitution qui flotte dans les airs encore plus. Donc, vous voyez, dans le cas du modèle américain, c'est un contrôle concret. Ensuite, souvent, en fait, presque toujours dans le modèle américain, ou c'est le cas aussi au canadien, le contrôle va se faire a posteriori. C'est-à-dire, la loi est adoptée par le Parlement, première lecture, deuxième lecture, troisième lecture, la sanction, ça devient une loi. Ensuite, les tribunaux en sont saisis. Il y a même une règle très claire en droit québécois, au-delà, de manière générale, en common law, les tribunaux ne peuvent pas contrôler la constitutionnalité d'un projet de loi avant que ça devienne une loi. C'est impossible, quelqu'un dépose une requête à la Cour supérieure, faire ça, tout de suite, ça va être rejeté à l'instant datif, ça ne sera même pas considéré sérieux. Donc, le contrôle de constitutionnalité s'effectue a posteriori. Là, il va y avoir beaucoup de latin ce soir-là. Ça se fait donc a posteriori.
L'avantage de ça, c'est que bon, il y a une certaine, c'est pratique de dire, bon, mais lorsque j'ai une question constitutionnelle à soulever, c'est dans mon procès civil ou dans mon procès criminel, devant le même juge, avec les mêmes parties, les mêmes avocats, je soulève mon argument constitutionnel, ça va être plaidé en même temps que tout le reste, donc ça a un aspect pratique en termes d'accès à la justice, plutôt que de partir un autre recours à part pour la question constitutionnelle qui s'ajoute à mon procès criminel ou civil. Donc ça, c'est un avantage. Le désavantage, c'est qu'il peut y avoir plein de divergences d'interprétation. Donc, imaginez le juge administratif du tribunal du logement de l'Abitibi, il peut être contredit par un juge de la Cour d'appel de la Gaspésie, pendant d'un autre tribunal à Gatineau a décidé d'autre chose sur la même question, parce que tous les juges rendent des jugements de contrôle de constitutionnalité. Donc, ça peut vraiment faire en sorte qu'il y a plein d'interprétations divergentes. Bon, ultimement, ça va monter à la Cour d'appel du Québec, à la Cour supérieure, voire à la Cour d'appel, voire à la Cour suprême du Canada. Donc, il y a des moyens, mais ça coûte extrêmement cher. Il y a des moyens prévus pour éviter qu'il y ait une jurisprudence divergente, mais même à l'intérieur d'un même tribunal administratif, des fois, là, la commission des lésions professionnelles, donc l'ancêtre du tribunal, un des ancêtres du tribunal administratif du travail était réputé pour avoir comme, à l'intérieur même d'un tribunal administratif, toutes sortes d'interprétations divergentes. Donc, en matière constitutionnelle, il y a ce problème-là avec le modèle américain. Le plus gros problème, moi je pense, du modèle américain, c'est qu'il y a une extrême concentration du pouvoir judiciaire aux mains de la Cour suprême. Et ça, c'est un peu paradoxal parce que les grands défenseurs autoproclamés de l'État de droit, qui sont en fait des défendeurs de l'ordre constitutionnel canadien, eux nous prétendent qu'il faut des contre-pouvoirs et tout, mais pas des contre-pouvoirs à la Cour suprême, surtout pas. Et en fait, ce qu'ils veulent, c'est plus de pouvoir à la Cour suprême, alors que, à mon avis, c'est problématique que, imaginez, une question de droit civil québécois, une question de common law de droit privé, une question de droit criminel, une question de droit administratif, de constitution de partage des compétences, de constitution de charte des droits, toutes des questions absolument très, très, très différentes. Jamais un prof de droit prétendrait être spécialiste de toutes ces questions-là. On se spécialise parce que c'est trop complexe. Droit international, c'est une autre affaire. Droit autochtone, c'est une autre affaire. On va tous être spécialisés. Mais les 9 juges de la Cour suprême, eux autres, ils tranchent tout ça. C'est les 9 meilleurs pour tout ça. Ça n'a aucun sens. C'est sûr que c'est pas les 9 meilleurs criminalistes, c'est les 9 meilleurs common lawyers. D'ailleurs, il y a juste 6 common lawyers. C'est pas les 9 meilleurs civilistes. Il y en a d'ailleurs juste 3 qui sont civilistes. Donc, ça n'a pas de sens. C'est sûr que ça peut pas être les 9 meilleurs. Bon, après ça, ils ont toute une équipe avec eux autres, mais on comprend que ça n'a pas de sens. À cet égard-là, ça concentre beaucoup de pouvoir, puis il n'y a pas l'expertise. C'est sûr que les 9 n'ont pas l'expertise pour une vaste gamme, parce que toutes les questions se retrouvent entre les mains de ces 9 personnes-là. D'où le modèle européen qui peut être intéressant. Le modèle européen, lui, il fait en sorte que les questions constitutionnelles sont traitées par la Cour constitutionnelle. Dans certains cas, Conseil constitutionnel, là, on pourra faire un petit peu la distinction. C'est moins, le Conseil constitutionnel, c'est pas nécessairement que des juristes. Dans une Cour constitutionnelle, c'est que des juristes. Bon, on pourrait faire, il y a comme 2 sous-modèles européens, mais allons pas dans ces détails-là. Donc, dans le cas du modèle européen, plutôt que ce soit chaque juge de tous les tribunaux qui font du contrôle de constitutionnalité, c'est vraiment une cour spécialisée. Donc, concentration dans cette cour-là du pouvoir de contrôler la constitutionnalité et spécialisation. Ça, c'est l'avantage, c'est que c'est vraiment des juges spécialisés en droit constitutionnel. C'est pas des juges généralistes, spécialistes de questions de logement qui, du jour au lendemain, doivent faire un test de charte des droits. Ça n'avait pas qui. Ça dépend des pays. Mais souvent, ça va être moins monarchique au Canada où c'est le gouverneur général, donc le premier ministre qui nomme la plupart des juges. Ensuite, dans le modèle européen, traditionnellement, souvent, le contrôle de constitutionnalité se faisait a priori in abstracto. C'est-à-dire qu'on avait une loi, avant même que la loi s'applique, on pouvait contrôler sa constitutionnalité. D'ailleurs, en France, ça s'est fait seulement comme ça pendant longtemps. Aujourd'hui, ça se fait encore notamment comme ça. Donc, on a une loi. Puis là, il y a des parlementaires, par exemple, qui vont saisir le Conseil constitutionnel pour demander est-ce que la loi porte atteinte à des droits. Là, on ne le sait pas, elle n'a jamais été appliquée. C'est pas Madame une telle qui n'a pas pu faire telle chose. C'est juste, de manière abstraite, est-ce qu'une loi qui prévoit que vous devez demander un permis avant de manifester, est-ce que ça porte atteinte à des droits? Donc, c'est pas monsieur un tel soir qui a tenté de manifester qui s'est pas arrêté. Non, c'est de manière abstraite avant que la loi soit appliquée. Donc, c'est a priori et in abstracto. Là, c'est moins vrai aujourd'hui. En France, il y a maintenant ce qu'on appelle la question prioritaire de constitutionnalité qui fait en sorte que des lois qui s'appliquent déjà vont faire l'objet d'un contrôle de constitutionnalité. Et ça, c'est moins bon parce que traditionnellement, et là, vous comprenez que le modèle européen, c'est plutôt un modèle donc continental. Quand on dit européen, c'est au sens continental. Et donc, c'est lié à la tradition du droit civil, alors que le modèle américain est plus lié au modèle, au système de common law.
Et une des valeurs importantes dans un système de droit civil, c'est la sécurité juridique. On aime ça quand c'est clair. La loi, c'est la loi. Elle peut être bonne, elle peut ne pas être bonne, mais on sait ce que c'est la loi, puis on sait que si on fait telle chose, c'est telle conséquence. Après ça, chacun fait ses choix. Alors qu'en commune law, on ne sait pas trop c'est quoi la loi, est-ce encore valide, n'est pas valide, elle va être interprétée comment, on ne sait pas trop. Il y a un moment donné, un juge va décider, puis ça va être équitable parce que le juge va décider. Vous voyez, c'est pas la même conception. Donc, c'est bien pour la sécurité juridique le modèle européen. Donc, essentiellement, vous voyez ces deux modèles distincts. Maintenant, c'est un peu de la théorie, puis même Favoreux lui-même reconnaissait que c'est de la théorie, puis que dans les faits, ce qu'on voit, c'est que les deux modèles convergent un petit peu. Par exemple, je le disais à l'instant, en France, traditionnellement, c'était vraiment le modèle européen, contrôle a priori in extracto. Oups, maintenant, il y a du contrôle a posteriori. C'est-à-dire, on peut être au milieu d'un procès administratif, là, on soulève une question constitutionnelle, puis là, on va la poser au Conseil constitutionnel. Donc, on est a posteriori, donc, ça évolue. Donc, le modèle européen se rapproche un petit peu du modèle américain en faisant du contrôle a posteriori. Et le modèle américain, particulièrement le modèle canadien, se rapproche du modèle européen avec les renvois. Les fameux renvois à la Cour suprême, comme dans le cas de la sécession. Donc, le cas de la sécession, c'était un cas théorique. C'était pas genre, on est en 1995, le pays a gagné, puis on pose la question à la Cour suprême. Non, non, on est en 98, puis on pose une question abstraite. Qu'advient-il? Est-ce que le Québec peut faire sécession? Évidemment, en 80-95, c'est un petit peu en arrière de la tête, mais c'était vraiment une question complètement abstraite. Et donc, depuis qu'elle les renvoie, c'est plus nécessairement Madame une telle ou Monsieur un tel dont les droits ont été violés, c'est je pose une question à la Cour de manière très abstraite. Le gouvernement pose une question à la Cour. Donc, on a un rapprochement des deux modèles. Voilà pour la partie un petit peu plus théorique, ce qui nous mène à la partie 1 sur la description du système de justice au Québec, au Canada. Première chose qu'il faut savoir, bon, évidemment, le Québec est un État fédéré, le Canada une fédération, donc il y a un partage des compétences en matière judiciaire. Et intuitivement, on aurait pu penser que le partage des compétences en matière judiciaire aurait pu suivre le partage des compétences en matière législative. Comme le partage des compétences exécutives suit le partage des compétences législatives. Hein, donc, le fédéral est compétent en matière de droit criminel, ben, il adopte des lois en matière criminelle, le code criminel, il adopte des règlements. Le Québec est compétent en matière de droit civil, ben, il peut adopter des lois, il peut adopter des règlements. Donc, l'exécutif suit le partage des compétences législatives. Mais pas en matière judiciaire. Donc, en matière judiciaire, c'est pas vous avez une loi de compétence québécoise, donc ce sera appliqué par les tribunaux d'administration québécoise, de nomination québécoise, et vous avez une loi de compétence fédérale, donc ce sera appliqué par les tribunaux d'administration et de nomination fédérale. Donc ce serait dans une vraie fédération. Probablement, oui, il faudrait vérifier, c'est en termes de droit comparé, l'argument se tient, mais à mon avis, théoriquement, oui, en tout cas, c'est une hypothèse qui me semble vraiment logique. Donc, le Canada, c'est pas ça, ce qui fait en sorte que, par exemple, le code criminel, loi fédérale, est appliqué par les tribunaux d'administration québécoise, de nomination québécoise, mais aussi les tribunaux d'administration québécoise de nomination fédérale, qui aussi, peut-être aussi, même, oui, aussi des tribunaux fédéraux de nomination fédérale. Donc, tout le monde applique un peu le code criminel. Donc, il n'y a pas de lien direct entre, il y en a un petit peu pour les cours fédérales qu'on verra tantôt, mais en tout cas, c'est pas parfait la cohérence entre compétences, partage des compétences législatives et partage des compétences judiciaires. D'autre part, le système canadien, donc le québécois qui en fait partie, c'est vraiment un système à l'américaine. C'est pas donc le système à l'européen. Tantôt, j'en ai parlé pour la Constitution, mais si je décrivais plus largement tout le judiciaire sur le modèle européen, c'est comme si, dans un domaine du droit, vous avez une Cour suprême en constitutionnel. Dans le domaine du droit administratif, vous avez une Cour suprême en matière de droit administratif, donc le droit de l'État autre que la Constitution, le Conseil d'État. Dans un autre domaine, vous avez une autre Cour suprême. Donc, c'est comme si pour chaque domaine, et comme, là, après ça, il y a des dialogues entre les tribunaux, il y a certains éléments de complexité, mais au moins, ça déconcentre le pouvoir. Alors qu'au Canada, vous avez une seule Cour suprême pour tout, comme je le rappelais plus tôt, et ça peut être problématique. Donc, c'est comme si, autrement dit, il y a autant de systèmes de justice au Canada qu'il y a d'États fédérés puis de territoires, mais à la fin, tous ces systèmes-là sont fondus en un seul avec la Cour suprême. Puis un système fédéral un peu à part. Allons-y rapidement pour les tribunaux québécois, les principaux, mais avant ça, juste peut-être dire la raison pourquoi c'est comme ça, c'est beaucoup en raison de la Constitution. Donc, vous avez, par exemple, une compétence québécoise sur l'administration de la justice, civile et criminelle. Des fois, on oublie qu'on a la justice, l'administration de la justice criminelle, c'est de compétence québécoise. Mais par contre, la loi criminelle,
y compris la procédure, ça c'est fédéral. Alors c'est pour ça que c'est un petit peu particulier. Donc c'est le Québec essentiellement qui crée des tribunaux pour appliquer notamment le droit criminel. Donc essentiellement au Québec, vous avez des tribunaux administratifs. Donc des tribunaux qui sont spécialisés et qui ne sont pas judiciaires, donc c'est pas des juges au sens le plus fort du terme, il n'y a pas toutes les garanties d'indépendance de la magistrature et tout, ils sont un peu moins payés, une chance parce que les juges judiciaires sont extrêmement bien payés. Donc, tribunaux administratifs spécialisés, tribunal administratif du logement, tribunal administratif du Québec pour les expropriations, les choses comme ça, tribunal administratif du travail, donc plein de tribunaux spécialisés dans toutes sortes de domaines. Et vous avez, d'autre part, il y a des juges de paix magistrats qui vont appliquer des lois fédérales, certains également. Vous avez des cours municipales, donc qui sont d'administration municipale, mais dont les juges sont de nomination de l'État québécois. Et les cours municipales vont avoir des compétences en matière de réclamation de taxes municipales et tout, mais pas seulement pour les infractions aux règlements municipaux, mais pas seulement, aussi pour des lois québécoises, comme le Code de la sécurité routière, mais aussi pour le Code criminel. Donc, le Code criminel, ce qu'on appelle les infractions punissables sur déclaration par culpabilité, par procédure sommaire, donc des crimes moins importants, moins graves, vont pouvoir être jugés par la Cour municipale. Un autre tribunal qui existe au Québec, c'est le Tribunal des droits de la personne, qui est vraiment spécialisé en matière de droit à l'égalité. Vous faites une plainte fondée sur une atteinte à votre droit à l'égalité prévue par la Charte québécoise à la Commission des droits. Puis là, ultimement, il y a un Tribunal des droits de la personne qui est spécialisé là-dedans. Et c'est un peu particulier, ce tribunal-là, parce qu'à la base, ça a été créé, début des années 90, je pense, parce que on se disait, la Charte des droits, les juges ont été formés en droit avant l'adoption des chartes, ne sont pas nécessairement sensibles à ça, donc on va créer un tribunal spécialisé en s'assurant que les juges vont être sensibles à la question des droits de la personne. 35 ans plus tard, tous les juges sont sensibles à la question des droits de la personne, puis les juges de ce tribunal-là le sont, mais un peu trop. Donc, d'où, par exemple, l'affaire du non-binaire qui a poursuivi un centre de coiffure, vous avez sans doute tout vu ça. Bon, ben, voilà, c'est une typique décision du tribunal des droits de la personne. Ensuite, le tribunal d'administration et de nomination québécoise le plus important, c'est la Cour du Québec. Donc, créé en 88, en regroupant la Cour provinciale, Cour des sessions de la paix qui était de juridiction criminelle, tribunal de la jeunesse, tribunal d'expropriation, mais ensuite, ça a été donné au tribunal administratif du Québec. Donc, essentiellement 3 tribunaux qui ont été réunis, fusionnés en un. Maintenant, il y a 3 chambres à la Cour du Québec, chambre criminelle, chambre de la jeunesse et chambre civile. Donc, essentiellement, si vous êtes en dessous, j'y vais rapidement, c'est un petit peu plus compliqué que ça, mais en bas de 100 000 $ pour une cause civile, vous avez des chances de vous retrouver en Cour du Québec, chambre civile. Moins de 15 000 $, c'est la Cour des petites créances, qui n'est pas vraiment une cour à part, qui est une division de la chambre civile de la Cour du Québec. En matière criminelle, même chose, des crimes un peu moins importants. Lorsque finalement vous n'avez pas de jury, souvent vous allez vous retrouver en Cour du Québec. Chambre de la jeunesse, c'est la loi sur la protection de la jeunesse, la loi sur le système de justice pénale des adolescents. Et donc, ça, c'est une cour qui a beaucoup de volume. Donc, elle est importante en termes de volume, mais la plus importante des cours de première instance, c'est vraiment la Cour supérieure du Québec, d'administration québécoise. Donc, c'est le Québec qui va embaucher les greffiers, qui va construire les palais de justice, etc., etc. Mais les juges sont nommés et payés par le fédéral. Et on va voir que ça a des conséquences importantes. Entre autres, une des conséquences, c'est que parfois le Québec va adopter une loi, va dire, bon, ben nous, on prévoit 150 juges à la Cour supérieure. Là, on construit des bureaux de juges, des greffiers, on a tout prévu, mais on attend que le fédéral nomme les juges. C'est déjà arrivé que ça prenne énormément de temps pour nommer les juges. Donc, ça finit par empirer le problème d'accès à la justice. Sinon, la Cour supérieure, elle a 2-3 spécificités. Une, c'est que si aucun tribunal de première instance est compétent, vous avez une cause, vous avez un droit, là, vous regardez votre loi, c'est pas écrit vers quel tribunal je dois me tourner, la Cour supérieure. Alors, ce qu'on appelle une compétence résiduelle, quand il n'y a aucune cour de première instance est compétente, c'est la Cour supérieure. Alors que la Cour du Québec, il faut absolument une loi qui dit telle cause va à la Cour du Québec, sinon la cause ne va pas à la Cour du Québec. Donc, compétence résiduelle. Et surtout, la Cour supérieure, elle a une compétence en matière de révision judiciaire. Donc, ça veut dire que tout ce qui se passe au Québec est susceptible de
d'être révisé par la Cour supérieure. Moi, je donne l'exemple, quand j'enseigne le droit, je donne l'exemple de mes étudiants. Je pourrais donner un exemple similaire à vous ce soir. Mais je dis à mes étudiants, vous êtes ici ce matin avec moi pour avoir un diplôme en droit. Donc là, vous allez suivre le cours, vous allez prendre des notes, vous allez passer un examen. Puis si vous voulez, puis là, si vous n'êtes pas content de l'examen, vous n'êtes pas content de mes notes d'examen, vous pouvez vous plaindre à un comité d'interne à la faculté. Là, ensuite, il y a une procédure d'appel à l'interne à la faculté. Ultimement, après ça, il y a une autre procédure d'appel à un niveau universitaire. Puis ultimement, vous pouvez saisir la Cour supérieure de votre révision d'examen. Là, je demande toujours aux étudiants, pensez-vous que ça arrive souvent? Et c'est quoi la réponse? Oui, mais seulement en médecine. Pour des raisons évidentes. Donc, c'est pour vous dire à quel point c'est la même chose ce soir. Si vous avez payé pour venir ici, vous n'êtes pas content, vous pouvez saisir la Cour supérieure. Donc, la Cour supérieure révise absolument tous les organismes de la société civile, mais également tous les tribunaux administratifs. Parfois, on a tendance à penser que la Cour supérieure est moins importante qu'avant, parce qu'avant, jusque dans les années 50-60, comme elle avait une compétence générale de première instance, beaucoup de causes allaient à la Cour supérieure. Là, on a créé plein de tribunaux administratifs qui ont changé de nom au cours des années. Là, aujourd'hui, tribunal du logement, tribunal du travail, tribunal administratif du Québec. Donc, aujourd'hui, avec le développement de l'État-providence, tout de programmes sociaux, pour chaque programme social, pratiquement dans les années 60-70, on crée une commission ou on crée une instance qui fait que, bon, là, on donne des chèques ou des services aux gens. Là, si quelqu'un s'en plaint parce qu'il n'y a pas eu assez de chèques ou assez de services, bien là, il faut bien qu'il y ait un recours. On ne veut pas que ce soit un cours supérieur où ça coûte le total, puis c'est une nomination fédérale. Donc, on créait un tribunal administratif. À l'époque, ce n'était pas vraiment des juges, on les payait moins cher. Bref, il y a eu, en même temps que le développement de l'État-providence, un développement des tribunaux administratifs. Donc, ça aurait pu faire en sorte que la Cour supérieure, elle soit moins importante. Elle n'est pas devenue moins importante. C'est juste que son rôle a évolué. Plutôt que d'être un tribunal de première instance, c'est devenu un tribunal de révision. Donc là, tous nos tribunaux administratifs là, qui rendent des dizaines de milliers, si pas des centaines de milliers de décisions à chaque année, beaucoup sont révisés par la Cour supérieure, qui est pas du tout, qui est généraliste. Le juge de la Cour supérieure qui reçoit un dossier de logement, il ne connaît pas ça. Là. Mais il va s'assurer que ça s'est bien fait. Du moins, c'est ça la théorie. Donc voilà pour la Cour supérieure. Puis là, ce qui se passe, c'est que comme la Cour supérieure, ces juges sont nommés par le fédéral, mais que les provinces, dont le Québec, sont compétentes en matière d'administration de la justice. Qu'est-ce qu'ils ont essayé de faire, les provinces? Ils ont essayé d'enlever toute la juridiction de la Cour supérieure. Au Québec, on a essayé, nous, on peut tout donner à la Cour du Québec. On nomme les juges de la Cour du Québec, pourquoi on donnerait des compétences à la Cour supérieure? Donc là, les provinces en général, le Québec en particulier, a comme tout envoyé les compétences à la Cour du Québec. Là, ultimement, on aurait pu vider complètement la compétence de la Cour supérieure. Mais il y aurait eu des juges nommés par le fédéral, dans un tribunal qui aurait eu zéro compétence. On s'est essayé, ça n'a pas marché. La Cour suprême est venue nous dire non. La Cour supérieure préserve toutes les compétences qu'elle avait en 1867. Parce que quand les pères de la Confédération ont dit les juges de la Cour supérieure sont nommés par le fédéral, il y avait en tête c'est quoi une Cour supérieure en 1867. Et ça, c'est ce qu'on appelle l'approche originaliste. C'est-à-dire que le tribunal, il lit la loi, puis il se demande qu'est-ce que ça voulait dire en 1867. Une approche totalement discréditée aujourd'hui. Jamais on utilise cette approche-là, sauf dans ce cas-là. Parce qu'avec cette logique-là, on ne donnerait pas le droit de vote aux femmes, on ne permettrait pas aux femmes d'être nommées sénateurs, parce qu'en 1867, quand on disait des personnes peuvent être nommées au Sénat, ça n'incluait pas les femmes. Donc, c'est une approche, pour cette raison-là, dans l'affaire personne et l'élimination au Sénat, on a dit, on ne fait plus ça, l'approche originaliste, de se demander qu'est-ce que disaient les vieux bonhommes en 1867. Donc, on rejette ça, mais là, ici, soudainement, là, on a besoin de l'approche originaliste, donc c'est réintroduit dans la jurisprudence comme une exception à la règle que normalement on refuse ça. Sinon, à part la Cour supérieure, il y a la Cour d'appel du Québec, donc qui est à Montréal, à Québec, qui a besoin de lois pour lui dire qu'elle a compétence, mais de manière générale, quand il y a un appel prévu au Québec, ça s'en va à la Cour d'appel en matière civile comme en matière de criminelle, en matière constitutionnelle. Autre chose particulière, peu connue, il existe au Québec une loi sur les renvois à la Cour d'appel. Donc, lorsque le gouvernement du Québec veut faire un renvoi, donc poser une question au tribunal, comme dans le cas de la sécession, mais là c'est le fédéral, donc c'est la Cour suprême. Et parfois, le Québec fait ça. Par exemple, pour l'assurance parentale, le Québec trouvait que le fédéral, il prenait sa compétence du chômage, le fédéral, puis il commençait à créer des congés de maternité et paternité. Le Québec fait comme, ben là, non, ça c'est pas du chômage, c'est comme propriété droit civil, c'est comme la politique sociale du Québec. Donc, le Québec avait posé la question à la Cour d'appel du Québec. Donc, des fois, le Québec fait ça aussi, et c'est des renvois à la Cour d'appel. Donc là, je ne sais pas si vous saisissez, le Québec lui-même fait des renvois à un tribunal de nomination fédérale. Volontairement, ce n'est pas le fédéral qui nous oblige à faire ça, c'est nous qui nous auto-limitons dans notre compétence, je reviendrai tantôt.
Ensuite, il y a les cours fédérales. Donc, il existe une telle chose qu'il y a des cours d'administration fédérale et de nomination fédérale. Donc, cours fédéral d'appel. Et là, par contre, il faut souligner que la jurisprudence a été correcte pour l'autonomie des provinces parce que ce que dit la Constitution, c'est que le fédéral peut créer des tribunaux pour, je cite, la meilleure administration des lois du Canada. Donc là, à lire ça, ça veut dire techniquement les lois provinciales, c'est des lois du Canada. Donc, on aurait pu permettre au fédéral de créer ces tribunaux, d'enlever toutes les compétences aux provinces. Là, ils ont dit non, ça faut que ça soit des lois fédérales. Donc, il faut le reconnaître que la jurisprudence est correcte pour l'autonomie provinciale. Donc, il existe une cour fédérale avec des, par exemple, si vous poursuivez la couronne, dans certains cas, il y a cour supérieure, mais aussi la cour fédérale. Si vous avez des problèmes avec certains organismes fédéraux, le CRTC ou quoi, souvent ça va se retrouver en cour fédérale. Dans certains cas, c'est directement la cour fédérale d'appel, mais généralement, c'est en cour fédérale qui appelle à la cour d'appel fédérale. Et ensuite, évidemment, il y a la Cour suprême du Canada, l'administration fédérale, de nomination fédérale, 3 juges du Québec sur 9, dont la composition est protégée par la Constitution, mais pas la composition, donc le fait qu'il y a 9 juges, dont 3 du Québec, ça prendrait l'unanimité des provinces du fédéral pour changer ça, mais les autres aspects de la Cour pourraient être changés avec la formule, là, la majorité des provinces représentant plus de 50%, le 2 tiers des provinces représentant plus de 50% de la population. Donc voilà pour la description du système de justice au Québec, ce qui nous mène à la dernière partie, qui sera peut-être un peu brève, mais je pense que ça met la table pour notre discussion. Donc concrètement, qu'est-ce que la souveraineté nous permettrait de changer? Bon, la première des choses qui m'apparaît assez évidente, c'est qu'on pourrait fusionner la Cour supérieure et la Cour du Québec. Bon, ça peut être bon, il peut y avoir des économies d'échelle et tout, mais au-delà de ça, il y aurait vraiment quelque chose, il y aurait un gros plus en matière de droit de la famille. Parce que depuis très longtemps, en droit de la famille, on veut créer ce qu'on appelle un tribunal unifié en matière familiale. Là, il y a eu, dernièrement, il y a une espèce de patente à gars, je ne devrais peut-être pas dire ça, mais il y aurait quelque chose qui a été fait dans ce sens-là, mais avec les limites constitutionnelles, c'est pas complet. Pourquoi c'est super important? Parce que là, ça fait en sorte qu'en matière familiale, il y a une partie des causes qui s'en vont en Cour supérieure, et une partie des causes qui s'en vont en Cour du Québec. Or, en matière familiale, souvent, quand on a des problèmes, ça arrive tout en même temps. Donc, supposons que vous avez, mettons, je donne un cas concret qui pourrait arriver. Mettons une femme qui a un enfant biologique, le géniteur n'est pas dans le portrait, rencontre un homme, se marie, l'homme devient de facto le père de l'enfant. 10 ans plus tard, divorce. Là, on dit, bon, ben là, on veut divorcer, séparation, divorce, pension alimentaire, puis adoption de l'enfant par celui qui agit comme son père depuis 10 ans. Bien là, à l'heure actuelle, on dirait, OK, le divorce, ça s'en va en Cour supérieure, l'adoption, Cour du Québec. Donc, on aurait 2 fois plus de procédures, 2 fois plus d'avocats, 2 fois plus de juges en cours. Ça n'a aucun sens. La seule raison pour qu'on fait ça, c'est pourquoi? Parce que, donc clairement, la solution, c'est un tribunal droit de la famille unifié. Mais là, de 2 choses l'une. Soit on décide, ben, au Québec, on donne nos compétences au tribunal de nomination fédérale. Le Québec ne fera jamais ça. Ou on dit, ben là, il faudrait que le fédéral renonce à sa compétence, puis il ne fera pas ça non plus. Là, présentement, l'Assemblée nationale a adopté une motion pour que les juges des cours supérieures soient désormais nommés au Québec sur une liste nommée par le gouvernement du Québec, mais ça n'a pas été repris par le fédéral, il faut que c'est quand même appuyé par l'Alberta, donc c'est un dossier qui est en cours. Donc, première des choses, on fusionne la Cour supérieure de la Cour du Québec, grand gain en termes d'efficacité administrative, économie d'échelle probablement, et vraiment un grand gain en termes d'accès à la justice en matière familiale. Ensuite, c'est ça. Ensuite, vous auriez le fait que la Cour supérieure serait fusionnée à la Cour du Québec, même si on la garde à part, elle devient des juges de nomination québécois. Donc là, on règle le problème que j'évoquais plus tôt, où le Québec construit des palais de justice, construit les bureaux des juges, embauche des greffiers, prévoit dans la loi qu'il y a tant de juges, puis après ça, il y a tant de fédéral. Le fédéral, il peut décider qu'il prend 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans avant de nommer le juge, qui est déjà prévu, puis tout le monde attend, parce que c'est le Québec administrateur de la justice qui a tous les pouvoirs, sauf la nomination des juges. Donc cette absurdité-là, qui nuit à l'accès à la justice, ce serait fini. Voilà. Donc ça, ce serait une bonne affaire de fait. Ensuite, on peut imaginer qu'on fusionnerait les cours fédérales dans les tribunaux québécois. Donc là, on peut penser que la Cour fédérale de première instance serait fusionnée avec la Cour supérieure, Cour du Québec, et que la Cour d'appel fédérale serait fusionnée avec la Cour d'appel du Québec. Bon, on peut penser ça. Ce qui aurait l'avantage, encore là, économie d'échelle, simplicité un peu administrative, fin des dédoublements et tout, mais aussi, surtout,
la procédure est simplifiée, parce que la procédure fédérale, elle est complexe. Hein, elle est, à mon avis, plus complexe que la procédure québécoise, mais juste le fait qu'il existe deux procédures. Et déjà en partant, ça crée une complexité. Là. Donc, on intègre les cours fédérales dans une phase peut-être de transition où les dossiers des encours continuent sous la procédure fédérale, mais à terme, on inclut, on fusionne les cours fédérales dans le système québécois, puis on soumet les causes autrefois sujettes à la Cour fédérale, aux tribunaux québécois, à la procédure québécoise. Plus simple, on a une seule procédure, donc là, on a vraiment des gains en termes d'accès à la justice. Ensuite, évidemment, fin des appels à la Cour suprême du Canada. La Cour d'appel du Québec, on peut l'appeler Cour suprême si vous voulez, mais la Cour d'appel du Québec devient la Cour de dernière instance au Québec. Ça, c'est un gain important parce qu'à l'heure actuelle, en droit civil, le tribunal suprême au Québec, c'est 6 common lawyers, 3 civilistes. Donc, dans une juridiction de droit civil, le tribunal ultime qui interprète notre code civil, c'est 6 common lawyers. Bon, là, évidemment, ils font attention quand il y a une cause d'interprétation du code civil, ça va être un des 3 civilistes qui va la rédiger et tout. Bon, après ça, on pourrait faire plein de nuances, là. Mais à la fin de la journée, c'est les common lawyers qui, ultimement, décident de l'interprétation de notre code civil, ce qui est évidemment un non-sens. Donc, on règle ça. La Cour d'appel du Québec devient le tribunal suprême au Québec. Donc ça, c'est les côtés positifs. Il y a quelques gains. Là où ça devient un petit peu plus compliqué et qu'il faut pousser la réflexion plus loin, c'est que ce qu'on peut imaginer, c'est avec cette fusion, cette intégration des cours fédérales dans le système québécois, ce qui va arriver, c'est que les juges de nomination fédérale vont probablement continuer d'être juges dans un Québec souverain. Moi, j'ai vérifié plusieurs précédents, l'Algérie par exemple. Il y a toujours au moins pendant une période de transition. Donc, ce serait difficilement imaginable, pas complètement inimaginable, mais difficilement, ce qui m'apparaît l'hypothèse la plus probable. Pas la Cour suprême. Non, la Cour suprême n'a plus juridiction, c'est réglé. Mais je parle, mettons, demain matin, le Québec devient souverain, la Cour suprême n'a plus juridiction, la Cour d'appel devient la Cour suprême. OK? Est-ce qu'on enlève tous les juges? Sous prétexte qu'ils ont été nommés par le fédéral. Il y en a des dizaines. Là. Ils entendent présentement des affaires. Là. Ils sont en délit. Donc, voilà, je vous pose la question. Mon hypothèse, pour avoir étudié quelques cas d'accès à l'indépendance, semble être qu'on garde les juges en place. Voilà, au moins pendant une période de transition. Donc, ça pose le problème suivant. La solution inverse, qui est de toutes les mettre à la porte, pose deux enjeux. On serait traité de régime autoritaire marché alors même qu'on va être en recherche de reconnaissance internationale. On pourrait utiliser sa compétence. On va utiliser sa Un compétence. conseil constitutionnel. C'est ça, ça sent bien. Ah. Donc, ça fait qu'on. ouais, On va parler du modèle européen quand même. exactement, on s'en il voit toutes les bonnes idées. On s'en vient. Donc c'est ça. Donc, on peut imaginer qu'on ne mettra pas à la porte tous les juges de nomination fédérale. On pourrait le faire, hein, puis on peut se faire un plan et décider que c'est pas complètement inimaginable, mais généralement, lors d'une accession à l'indépendance, on garde les juges nommés par l'autorité coloniale ou l'État dont on se sépare, au moins pour une période de transition. Donc, ça pose la question suivante. Ça veut dire que possiblement, dans ce cas-là, si on adopte cette solution-là, ça veut dire que les premiers jugements qui seraient rendus sur la Constitution d'un Québec souverain seraient rendus ultimement par des juges nommés par le fédéral. Wow. Il y en a des très bons juges nommés par le fédéral. Moi, j'ai plaidé devant la Cour d'appel du Québec dans la cause de la laïcité, puis le jugement, il est impeccable. Une exception près, impeccable. Donc, il y a des très bons juges nommés par le fédéral. Mais j'ai aussi mené des études en regardant qui les avait nommés, puis il y a une tendance des juges nommés par Justin Trudeau à rendre des jugements trudeauistes en matière de charte, moins en matière de partage des compétences. Donc, bref, on pourrait discuter longuement là, mais à la fin de la journée, chacun se fait son opinion, mais le fait est le suivant. L'hypothèse la plus probable, c'est qu'on garde les juges nommés par le fédéral dans un Québec souverain et que, notamment la Cour d'appel, et donc que les premiers jugements qui vont interpréter la Constitution d'un Québec souverain seront par des juges nommés par le fédéral. C'est ce qui m'apparaît l'hypothèse la plus probable. Sauf si on agit par rapport à ça. Et parce que là, il y a un risque, même s'il y a des bons juristes là-dedans, puis c'est bon. Il y a un risque de canadianisation de notre jurisprudence, de notre droit. Puis tous les juristes, là, à peu près tous, je suis dans les plus originaux, puis je suis aussi original, on pense comme en droit canadien. On est formé en droit canadien, c'est très difficile de s'extraire de ça. Avec François Côté, on a beaucoup de travaux sur comment on peut penser notre droit public comme civiliste, puis on est là-dedans, mais quand même, il y a un risque de canadianisation, surtout avec les juges nommés par le fédéral qui rendraient des jugements dans un Québec souverain. Donc, ça pose l'hypothèse que Vincent nous posait tantôt. Est-ce qu'on ne devrait pas créer un conseil constitutionnel? Et là, au moins en matière constitutionnelle,
on aurait, et là le Conseil constitutionnel serait de nomination québécoise dans un Québec souverain, et à mon avis, peut-être même avant. Mais donc, on crée un Conseil constitutionnel. Là, évidemment, si on en crée un qui a un monopole, le vrai modèle européen, le monopole du Conseil constitutionnel sur les questions constitutionnelles, là, le barreau va être contre, ça va vraiment beaucoup changer les choses. Voilà, ça va être plus complexe. L'autre hypothèse, c'est de dire on a un Conseil constitutionnel dont la juridiction s'ajoute à celle des tribunaux qui continuent de faire du contrôle de constitutionnalité. Donc là, vous voyez, il y a différentes possibilités. On peut créer un Conseil constitutionnel et lui donner le monopole, ou on peut créer un Conseil constitutionnel et ne pas lui donner le monopole. Ensuite, il y a plein de modalités de saisine et tout. Je ne vais pas dans les détails, on pourra peut-être les aborder en période d'échange. Mais bref, moi, ce que je suggère, c'est qu'il y ait un Conseil constitutionnel qui pourrait, par exemple, ne pas avoir un monopole, mais être au-dessus de la Cour d'appel. Donc là, ultimement, le premier jugement qui interprète la Constitution d'un Québec souverain, il y aurait un jugement donné par la Cour d'appel du Québec, mais au-dessus, il y aurait le Conseil constitutionnel de nomination québécoise. Ça, ce serait peut-être une solution intéressante. Mais ça, sur quoi je veux insister, c'est qu'à mon avis, il faut créer le Conseil constitutionnel maintenant, avant l'indépendance. À mon avis, et là je sors peut-être un petit peu de mon sujet, mais je me permets quand même, il faut poser des gestes de souveraineté ici, maintenant. Il ne faut pas attendre le oui. Avec l'Institut de recherche sur le Québec, on va bientôt sortir une étude sur la création d'une nationalité québécoise. Ça peut se faire avant la souveraineté. À mon avis, puis là, je connais l'autre thèse qui dit non, parce que là, quand on fait ça, on s'accommode du Canada, puis on fait croire aux Québécois qu'il y a des gains possibles, puis on nuit à la souveraineté. Je ne crois pas à cette thèse-là. Moi, je pense que l'apathie en mangeant, que si on a plus de liberté, on s'en sert comme tremplin pour encore plus de liberté, pour toute la liberté. Donc, il faut faire des gains. Et notre ami Édouard Baraton, souvent, il parle parfois de technologie à double emploi, avec une analogie avec le nucléaire. Le nucléaire, ça sert pour le militaire, ça sert pour le civil. Donc, il faut penser à des institutions qu'on peut créer dans un Québec-province, qui ont leur utilité dans un Québec-province, et qui ont aussi une utilité si jamais il y a une telle chose que la souveraineté. Par exemple, la nationalité, c'est bien dans un Québec-province, parce que ça vous permet de décider qui a le droit de vote ou pas. Puis, un coup, vous avez un pays souverain, ça vous prend une nationalité. Donc, voilà. Donc, le Conseil constitutionnel, c'est la même chose. Vous en avez besoin dans un Québec-province. Pourquoi? Ben, dans le projet de loi 1, présentement, de la Constitution québécoise, on prévoit un Conseil constitutionnel pour interpréter la Constitution québécoise et pour donner des avis lorsqu'il y a ingérence fédérale, un peu sur le modèle d'un tribunal qui existe en Saskatchewan. Ça, c'est utile pour défendre l'autonomie du Québec dans un Québec fédéré. Et si jamais il y a une accession à la souveraineté, je vous soumets l'hypothèse qu'un Conseil constitutionnel québécois, qui existe déjà, avec des membres reconnus, légitimes, dont on est habitué, que tout le monde reconnaît la force de raisonnement, le sérieux et tout, ça peut être extrêmement utile. Imaginez une déclaration de souveraineté du Québec unilatérale. Peut-être que quelqu'un va la contester judiciairement. C'est des choses qui peuvent arriver. Peut-être que ça va se retrouver en Cour suprême du Canada, et peut-être que la Cour suprême du Canada va dire que votre déclaration unilatérale de souveraineté du Québec est illégale. C'est possible. Et ensuite, c'est possible. Secret de polichinelle. Moi, je Faut pas prêter des mauvaises intentions. J'évoque des hypothèses, mais je fais pas de prédiction ici, je fais juste évoquer des hypothèses. Et, tant qu'à faire des hypothèses, je vous soumets qu'un jugement comme ça de la Cour suprême du Canada pourrait nuire à la reconnaissance internationale du Québec et pourrait faire perdre des points dans l'opinion publique parce que les Québécois sont légalistes. Donc, on peut très bien dire, à la Cour suprême du Canada, une fois qu'on a voté oui, on n'en a plus rien à faire. À mon avis, c'est plus compliqué que ça. Notamment pour ces deux raisons-là. Mais si vous avez un Conseil constitutionnel québécois, légitime, bien reconnu, avec une procédure, vous pourriez avoir une décision du Conseil constitutionnel québécois. Si votre déclaration de souveraineté unilatérale avait été faite légalement au droit québécois, le Conseil constitutionnel va le dire, et là, vous risquez, ça risque de vous aider dans l'opinion publique québécoise, qui, à mon avis, est légaliste, et ça risque de vous aider dans la reconnaissance internationale. Parce qu'il y a plusieurs pays dans le monde qui ont des conseils constitutionnels, à commencer par la France, le Maroc, le Sénégal, exactement les pays dont on souhaitait avoir la reconnaissance internationale en 1995, après la victoire de la Louis. L'Allemagne, c'est une cour constitutionnelle. Mais voilà. Donc après ça, moi je pense surtout à ceux qui ont un conseil, mais pour ceux qui ont une cour, c'est pas mauvais non plus. Donc voilà. Il y a évidemment, il y a une association des pays avec des conseils constitutionnels et tout, donc il y a vraiment quelque chose. fait partie, puis... Voilà. Donc, ça connaissait pas. Voilà. Donc, manifestement, c'est le tour de Vincent. Il y a plein d'idées qui étaient inspirées par ce propos. Donc, voilà. Donc, mon dernier point, c'est le suivant. Donc, je crois vraiment à ça, moi, des gestes qu'on pose maintenant. Puis, on l'a vu quand il y a eu la question de l'abolition du serment, le caractère obligatoire du serment au roi.
l'opinion publique embarquée, ça a donné de la popularité au Parti québécois, ça n'a pas nuit à la souveraineté, ça n'a pas augmenté, ça n'a pas descendu. Donc, je pense qu'on peut poser des gestes comme ça, puis c'est nature à nous faire avancer constitutionnellement, à aller chercher de l'appui dans l'opinion publique. Je pense que c'est comme ça qu'on avance à cause de la liberté du Québec, pas seulement en attendant le transport, mais là, c'est peut-être un petit peu controversé quand je dis ça, donc je m'arrête ici. C'est votre objectif à nous, c'est d'aller ici. C'est bon, Denis André. Merci Guillaume, c'est un exposé extrêmement riche et surtout qui va peut-être nous amener à construire un argumentaire juridique pour convaincre les Québécois de faire l'indépendance. Je pense qu'à partir de ces éléments, il faudrait quand même commencer à produire un argumentaire pour amener les Québécois à se dire, si on fait l'indépendance, la justice va être mieux administrée, la justice va être plus accessible. Donc, on va poursuivre notre tour de table avec notre ami Vallée, qui va commenter le texte. Ce texte, d'ailleurs, j'espère qu'il va être écrit un jour. Un jour. Je commence avec plaisir. Mais comme vous l'avez vu, je pense que ça m'enthousiasme beaucoup, surtout la fin. La fin qu'on a beaucoup discuté ensemble, là, Guillaume puis moi, puis aussi on l'a réfléchi, on l'a songé aussi dans une perspective qui était vraiment québécoise. D'ailleurs, je peux me permettre de commencer peut-être en disant que je trouve que souvent, quand on parle de l'indépendance du Québec, Denis Monnière l'a mentionné un petit peu tout à l'heure, on a la difficulté de se projeter dans un monde qui est différent de celui du Canada. On imagine que le Québec, ça va être le Canada, mais en mieux, souvent. Alors que, vous le savez, j'ai écrit un livre qui s'appelle « La différence québécoise », mais c'est pas pour rien que ça s'appelle « La différence québécoise », c'est parce qu'on est une nation qui est distincte, un peuple qui est différent. Puis, il faut savoir qu'il n'y a pas juste nos relations avec les femmes, ou notre relation avec la nourriture, ou avec le Canadien de Montréal qui sont différentes. Il y a aussi le droit qui est différent. Mais est-ce que vous savez d'où vient le droit québécois? Quand est né le droit québécois? Est-ce que c'est en 1774, comme on nous le dit souvent, que l'Acte de Québec, les Anglais, de leur grande générosité, nous ont donné la permission d'avoir notre droit, nous ont donné le droit français, finalement? Il est arrivé comme ça, le droit français des Anglais? Bien sûr que non. Le droit québécois est arrivé en 1663, lors de l'unification de la coutume de Paris, lors de l'unification aussi de la langue française, lors de la création du Conseil souverain en 1663. En 1760, c'est le moment le plus important de l'histoire du Canada. 1760, la capitulation de Montréal, où le marquis de Vaudreuil qui est né au Canada d'ailleurs, mais qui était représentant de la France à ce moment-là, a signé le document le plus important de notre histoire. C'est la capitulation de Montréal, à l'intérieur de laquelle se trouve une garantie juridique du droit civil qui est né en 1663. Personne ne sait ça. Personne ne sait ça. Mes collègues en droit n'enseignent pas ça, nous racontent que le droit civil nous vient des Anglais, de leur générosité, puis qui nous a été arraché en 1763. C'est un mensonge. C'est le mensonge que nous racontaient les marchands anglais, les marchands écossais, dès 1763, après la conquête. Ils ont continué de le raconter. Londres a cassé des décisions, dit non, c'est pas vrai, ils ont gardé leurs droits. Ça a été rendu dans la jurisprudence et ça a été reconnu en 1774 par l'Acte de Québec. C'est la continuité du droit. Guillaume m'a parlé de l'approche originaliste, il l'a critiqué, mais moi je la ramène à son vivant. Ça s'appelle la continuité du droit. Le droit québécois est né en 1663 et il se prolonge dans le temps. Donc on a 1774, on a à la fois une jurisprudence britannique qui est rendue non pas ici, mais vous savez, l'Empire britannique, c'était pas juste le Canada, c'était pas juste Londres, c'était aussi l'île de Grenade. Et à l'île de Grenade, il y a eu une décision qui a été rendue où on a le juge Mansfield qui a dit les capitulations sont inviolables et sacrées. Donc, il reconnaissait la valeur constitutionnelle de la capitulation de Montréal de 1760 qui reconduisait le droit québécois. Donc, on est rendu en 1774, l'Acte de Québec le reconnaît, il existe un droit antérieur à la possession britannique.
Ce droit-là, ben, il continue dans le temps. On continue d'être géré par du droit québécois, du droit civil français. À l'époque, on l'appelle la coutume de Paris. Mais c'est la même chose. Il n'y avait pas encore de code civil comme aujourd'hui. Ensuite de ça, en 1867, eh bien, vous savez que c'est... Ben, d'abord, 1774, vous savez pourquoi on a eu cette reconnaissance-là, entre autres? C'est parce qu'il y a eu une menace américaine. Menace américaine sur le Canada, et les Britanniques ont donné notamment ce droit-là, mais d'autres droits aussi à nous, donc un espace beaucoup plus grand que la petite péninsule, la petite réserve qu'on avait autour de Saint-Laurent en 1760. Donc, on en arrive en 1867, qu'est-ce qui se passe? Une autre menace américaine. Parce qu'il y a la guerre de sécession, les Américains sont fâchés contre le Canada, parce que le Canada il appuie le grand perdant. Vous savez, jamais une bonne idée d'appuyer le grand perdant. Hein? Donc, les Américains ont fait des représailles. Ils ont acheté d'ailleurs l'Alaska aussi à ce moment-là. Et le Québec a réussi à arracher encore des pouvoirs au Canada et il a réussi à inscrire justement son droit, le droit civil qui date de 1663, reconduit en 1760 et en 1774. Il est inscrit dans la Constitution canadienne de 1867 à l'article 92-13. Se retrouve également à d'autres endroits, 94. Le fait que le Québec a ses juges, que le Québec puisse avoir ses propres juges nommés dans le barreau du Québec, s'inscrit également dans cette logique-là d'un droit qui est unique au Canada, d'une différence québécoise qui est inscrite dans la Constitution en 1867. Donc ça, c'est écrit dans les textes. Puis d'ailleurs, 1866, c'est aussi une année importante parce qu'on se dote du Code civil du Bas-Canada. D'ailleurs, je ne vois pas le temps, là, je ne sais pas trop, mais on veut. J'aurais pas le temps de quoi? Le Code civil du Bas-Canada. Vous ne lirez pas le Code civil du Bas-Canada. Mais dans le Code civil du Bas-Canada, ça commence en nous disant que le Code civil du Bas-Canada nous provient de la coutume de Paris. Donc la coutume de Paris de 1663. Code civil du Bas-Canada qui est resté jusqu'en 1991, qui nous a donné le nouveau Code civil du Québec. D'ailleurs, l'étude dont Guillaume nous a parlé, la nationalité québécoise, c'est Édouard Baraton qui a entre autres fait ces découvertes-là, ces recherches-là. Et c'est ainsi qu'il a démontré que le Québec n'a jamais perdu la compétence de déterminer qui est québécois. Parce que oui, le Canada peut décider qui est un sujet du Royaume du Canada, qui est un sujet du Canada, mais le Québec a conservé depuis 1663 la possibilité de désigner des Québécois, des gens qui sont peut-être des sujets canadiens, mais également des naturels québécois. Comme la France a des naturels français, des citoyens français. Donc, sur la nationalité québécoise, on peut ajouter également une citoyenneté québécoise, c'est-à-dire des droits politiques. Des droits, par exemple, pour voter lors d'un référendum. Parce que vous savez que lors de la dernière élection de 1995, qui décidait qui pouvait voter? C'est M. Marchis, le ministre de M. Chrétien, qui nous avait dit ben oui, on en a donné des citoyennetés. N'importe quel pays dans le monde aurait fait ça. Eh bien, si on avait une nationalité québécoise, d'ailleurs qu'on avait dans le Code civil du Bas-Canada, mais qu'on a retiré malheureusement en 1991, eh bien, on aurait pu décider qui vote au référendum. Donc, propositions indépendantistes, c'est déjà un gain majeur en termes d'indépendance, parce que l'indépendance, c'est le contrôle de l'État sur son territoire, mais aussi sur les personnes qui sont ici. Donc, je m'égare un petit peu, mais ce que je voulais dire également, c'est que à travers cette histoire-là, il est arrivé un moment très important en 1949. En fait, en 1929, il y a eu, parce que vous saviez qu'à l'époque, les appels ne se rendaient pas juste à la Cour suprême, ils se rendaient jusqu'à Londres pour être déterminés. Ça avait jurisprudence sur l'Empire britannique. Comité judiciaire. Exactement. Puis à ce moment-là, eh bien, ça a été contesté parce que, pour plusieurs raisons qui étaient de l'époque, mais en 1929, on a déterminé, on a jugé que, en fait, c'est en 1931, grâce au statut de Westminster, que le Canada arrêtait de faire des appels en matière criminelle. Donc seulement en matière criminelle. Et en 1949, c'est là qu'on a aboli l'ensemble des appels au comité judiciaire du Conseil privé de Londres. Donc, la Cour suprême du Canada est devenue la Cour de dernière instance du Canada. Il faut savoir qu'en 1867 également, Georges-Étienne Cartier, en fait, la Cour suprême n'existait pas en 1867. Elle a été créée en 1871, si je ne me trompe pas, 1875, quelques années plus tard.
Et à ce moment-là, mais la compétence de créer la Cour suprême était dans la Constitution, et Georges-Étienne Cartier avait promis aux opposants qu'il n'y aurait jamais d'abolition à la Cour, au comité judiciaire du Conseil privé de Londres. Ça peut nous sembler bizarre d'être protégé par Londres à ce moment-là, mais c'est parce qu'on ne faisait pas confiance aux gars sur place. Les marchands, là, ceux-là, les coloniaux, mais eux, on ne les trustait pas, on faisait plus confiance à Londres, qui justement essayait de gérer les différentes colonies, puis ne voulait pas trop de troubles, qu'aux gens sur place. Puis, cette promesse-là n'a pas été respectée en 1949. Donc ça, c'est important de le noter. Maintenant, fort de ces constats-là, je ne sais pas si vous avez vu dans le cadre de... Ah oui, on a aussi 1982. Je m'excuse, j'avais oublié le moment important. Rapatriement de la Constitution. Qu'est-ce que ça fait, rapatriement de la Constitution? Pourquoi le Québec s'oppose au rapatriement de la Constitution? On en aurait une Constitution au Québec. On aurait une charte. Mais parce que ça augmente disproportionnellement le pouvoir des juges, comme le dit Guillaume Rousseau. Puis dans un État québécois, on n'aurait pas des juges avec autant de pouvoir. Puis aussi parce que les juges font une interprétation uniforme du droit dans tout le Canada. Donc, quand il y a une décision qui est prise en Colombie-Britannique, en Alberta, elle s'applique au Québec. Même en matière de droit civil. La logique de la Charte canadienne s'applique dans les matières de droit civil qui étaient protégées en 1867, qui étaient protégées en 1760. Donc, ça, de mon avis, c'est un non-respect des capitulations. Ça, c'est un bris d'un traité international, d'ailleurs. Donc, le Québec a des compétences qui ne sont pas respectées par la Constitution canadienne, par la Cour suprême qui est devenue la Cour de dernière instance de manière inconstitutionnelle, selon moi. Maintenant, cela étant dit, on a un barreau du Québec qui, d'ailleurs, a un pouvoir énorme du fait qu'il y a un monopole sur les personnes qui sont désignées comme juges de la Cour, des cours supérieures, comme le mentionnait Guillaume, par la bénédiction du gouverneur général du Canada. Cette personne-là qui nous aime beaucoup, a choisi les juges parmi les membres du barreau du Québec. Et on l'a vu comment le barreau du Québec s'est opposé fermement à la Constitution du Québec, en nous disant que c'était une atteinte à l'État de droit. Une atteinte à l'État de droit de donner des droits fondamentaux pour le Québec, comme le français, la laïcité, l'intégration nationale, c'est une atteinte à l'État de droit. En fait, puis pourtant, les avocats du Québec, les membres du barreau du Québec, ils ont une responsabilité, celui de protéger le droit civil québécois. C'est leur job, c'est les seuls au Canada, ils ont le monopole du droit civil, qui date de 1663, 1774, toutes les dates que je vous ai mentionnées tout à l'heure. Mais le barreau du Québec, ici, qui va être nommé par le fédéral. Qu'est-ce qu'il fait? Il est gentil avec le fédéral. Donc, pour M. Guillaume Rousseau, est-ce que vous pensez que ça pourrait être une bonne idée qu'on aille une école de la magistrature, comme on a par exemple en France, pour faire en sorte que ça ne soit pas tous les avocats du barreau de façon... Parce que de toute façon, la job d'avocat, c'est complètement différent de la job de juge. On est d'accord. Si on avait une école de la magistrature, on avait des juges formés en droit civil québécois, puis pas juste en common law, mais vraiment en droit civil québécois, comme François Côté l'a démontré, comme Édouard l'a découvert, vraiment une formation en droit québécois, et là qu'on aurait justement, on aurait des juges, on ne pourrait pas forcer le fédéral à choisir des futurs juges là-dedans, mais par contre, s'il commence à nommer des avocats qui ne sont pas formés, ça cause un petit problème politique à ce moment-là. Donc, il pourrait avoir une maîtrise, un programme de DESS, n'importe quoi pour dire, les juges sont ceux qui sortent de cette école-là, mais bon, on ne peut pas voter de loi pour ça dans le cadre canadien, mais là, peut-être que ça pourrait... En tout cas, je pose la question. On peut faire beaucoup de choses dans le cadre canadien, si je te comprends. En fait, on peut tester l'élastique. On peut tester l'élastique. Testons-le, cet élastique-là. Deuxième question. Est-ce qu'on ne pourrait pas s'inspirer du Canada, qui a aboli ses appels à la Cour suprême en matière criminelle en 1931, qu'on fasse la même chose pour les appels de droit civil, par exemple? Est-ce que les 9 juges de la Cour suprême ou les 6 de common law ont cette compétence-là en matière de droit civil? Puis on le voit en matière de religion. Ils vont appliquer la même jurisprudence qu'en Alberta au Québec, ce qui crée des crises des accommodements raisonnables chez nous, ce qui fait des affaires qui n'ont pas d'allure, qui ne respectent pas les ententes de 1867, qui ne respectent pas les ententes de la Constitution, on ne l'a pas signé, c'est pas pour rien. Donc, est-ce qu'on ne pourrait pas commencer par l'abolition en matière de droit civil, puis après, pourquoi pas abolir tous les appels de la Cour suprême? Pourquoi pas créer l'indépendance en carrière?
conscient que c'était ton mot de la fin. Je n'ai pas préparé, moi non plus, je ne savais pas. Mais devant une gang d'indépendantistes, c'est mieux de finir par Oui, effectivement. On se trompe pas. Alors, mon cher Éric, c'est à ton tour. C'est à mon tour. Alors, je vais vous parler d'amour. Alors, M. Monnier, merci. Gilbert, Vincent, Guillaume. Moi, je suis une créature de l'interne. C'est-à-dire que, comme le disait Guillaume, j'ai été juge administratif pendant 20 ans à la commission des légions professionnelles au départ, qui s'est transformée en tribunal administratif du travail. On est passé de commissaire à juge administratif. Donc, les petits juges, je ne me plains pas, mon salaire était confortable. Maintenant, ce n'était pas celui de la Cour du Québec, même si on avait le même code de déontologie que celui de la Cour supérieure. Donc, je suis resté silencieux politiquement pendant 20 ans, à mon grand désarroi. Mais là, je me venge. Alors, merci pour le droit comparé, l'histoire, la belle prestation sur le droit comparé, l'histoire du droit aussi, Vincent. Oui, le tribunal administratif du travail est moins indépendant parce qu'il y a ces dénominations de 5 ans. Bon. Mais à part ça, je vous dirais que ça ressemble pas mal à ce qui se passe dans le tribunal civil. Mais j'y reviendrai tout à l'heure. Alors moi, ça va être un petit peu plus pragmatique. Je vais vraiment y aller sur des idées précises sur ce qu'on veut comme système de justice. Alors, quand on parle de justice québécoise dans un Québec souverain, je pense qu'il faut éviter 2 réflexes. Le premier, ce serait de penser qu'il faut tout jeter du système canadien actuel. L'envie est grande, mais il faut se retenir, il faut faire preuve de pragmatisme. Le deuxième réflexe qu'il faut éviter, ce serait simplement de copier un modèle étranger, modèle américain ou modèle français, comme si le Québec n'avait pas déjà sa propre culture juridique. On oublie que le Québec, souvent, a déjà sa tradition juridique qui est distincte. On a les tribunaux, notre code civil, notre barreau, nos facultés de droit, bref, on ne part pas de zéro. La vraie question, ce n'est pas est-ce qu'on serait capable, on le sait qu'on serait capable, on l'a déjà. La vraie question, c'est quel genre de justice on veut bâtir. Comme l'ont dit mes 2 collègues, comment nous représentons-nous la justice québécoise? Il faut être honnête, le système canadien a de vraies qualités, et oui. Par exemple, l'indépendance judiciaire est forte. Les juges sont protégés contre les pressions politiques. Les tribunaux ont encore une crédibilité, je dis bien une relative crédibilité importante dans le système juridique canadien. Et l'état de droit demeure fondamental. Mais il y a aussi des limites. On sait qu'aujourd'hui, les juges des cours supérieures, la Cour suprême, sont essentiellement nommés par Ottawa. Le processus est souvent opaque. Beaucoup de citoyens ont l'impression, je dis bien l'impression, que certaines nominations sont influencées par la politique et par l'idéologie. Et surtout, il y a une question nationale importante, voire fondamentale. Des juges nommés par le fédéral se retrouvent à décider des questions profondément liées au choix collectif du Québec. La langue française, la laïcité, tout le monde en a entendu parler, notre droit civil et nos valeurs collectives, bref. Alors, si le Québec devenait souverain, on aurait une occasion unique de construire quelque chose de, je dirais, plus équilibré. Par un système, pas un système partisan à l'américaine, Guillaume en parlait, pas non plus un système ultra centralisé, technocrate à la française, mais un vrai modèle québécois. Parce que le modèle américain, malgré certains aspects intéressants, amène de sérieux problèmes. Alors, on sait tous que dans certains États américains, les juges sont élus, font campagne, ramassent du financement, certains deviennent presque des acteurs politiques. On voit même des candidats prendre position publiquement sur l'avortement, les armes à feu et d'autres grands débats sociaux. À mon avis, quand un juge commence à fonctionner comme ça, évidemment, ça fragilise son apparence d'impartialité. Mais il y a quand même une idée intéressante dans le modèle américain. Ça fait partie des questions que je te pose aussi, cher Guillaume. Il s'agit de la transparence.
Les auditions publiques permettent parfois aux citoyens de mieux comprendre la vision des juges. Le Québec pourrait retenir ça, mais sans tomber dans le cirque politique. Hein? On sait ce que ça peut vouloir dire aux États-Unis. À l'inverse, le modèle français et plusieurs modèles européens ont des structures judiciaires très solides, comme le soulignait Guillaume. Ils ont des conseils supérieurs de la magistrature, des cours constitutionnels spécialisés, ce qui est très intéressant, et une organisation judiciaire très structurée. Ça apporte de la stabilité, un meilleur encadrement institutionnel. Mais il y a aussi des critiques importantes. Le système français est centralisé, très parisien. Plusieurs citoyens ont l'impression qu'un appareil judiciaire éloigné, que leur appareil judiciaire est éloigné des réalités régionales, ce qui peut faire écho à ce qui se passe ici, et dominé par une culture technocratique. Une espèce d'élite judiciaire qui finit par fonctionner un peu en vase clos. Et ça, je pense sincèrement que le Québec devrait éviter ça. On ne voudrait pas remplacer un système contrôlé par Ottawa par un système trop montréalais ou trop centré sur Québec. Les réalités de la Gaspésie, du Saguenay, de la Abitibi, de la Côte-Nord, du Bas-Saint-Laurent doivent aussi être représentées dans la magistrature québécoise. Une justice nationale doit donc ressembler à l'ensemble du Québec. Donc, alors concrètement, qu'est-ce qu'on fait? D'abord, je pense qu'il faudrait un véritable comité indépendant de sélection des juges. Pas juste un processus opaque entre initiés. Un comité composé de juges, d'avocats, d'universitaires comme Guillaume et Vincent, et des représentants de la société civile. Ça ressemble beaucoup à ça déjà en cours du Québec, mais il faudrait le formaliser encore plus. Ça réduit le patronage, ça permet de nommer les meilleurs candidats selon la compétence, selon l'intégrité et l'impartialité. Et je vous dis aussi ça parce que j'ai vécu ma propre expérience personnelle il y a 20 ans où j'ai répondu à un appel de candidature pour le tribunal administratif et le processus, je dirais, très avant-gardiste, puis je pense que les cours de justice se sont inspirés de ça. On avait un processus extrêmement rigoureux où on avait des examens écrits, on avait une rédaction de décision pour savoir si on était capable en quelques heures de saisir un dossier et de bien le pondre sur papier dans une décision. Et des jeux de rôle. 5 heures d'évaluation à l'époque, c'était pas tout à fait facile. Le seul hic, c'est qu'il y avait à l'époque, je pense que Mme Ouellette connaît ça, le Conseil consultatif du travail et de la main-d'œuvre qui avait un mot à dire sur les nominations. Alors moi, mon anecdote personnelle, c'est que j'étais vice-président d'un syndicat et j'avais appliqué sur le poste et on m'avait rejeté parce que j'étais trop collé syndicaliste. Bon, évidemment, au CCTMO, c'est des employeurs et des syndicats. Évidemment, qui dit syndicat dit qu'un secret ne reste jamais longtemps secret. Donc j'apprends la chose. Évidemment, j'ai fait ma démarche. Et finalement, l'exécutif m'a nommé parce que j'avais passé à travers le processus. Et cette partie d'indépendance-là c'était le hic, c'était la petite encoche là, qui ne fonctionnait pas dans un système qui était quand même assez rigoureux. Honnêtement, on devrait davantage s'inspirer de ce que j'ai vécu, sauf la partie CCTM pour la magistrature. Alors, dans un Québec souverain, il faudrait aussi assumer certains critères clairement. Donc, par exemple, une excellente maîtrise du français juridique, une connaissance approfondie du droit civil québécois. Parce qu'une nation francophone, avec une tradition civiliste distincte, doit avoir des juges enracinés dans sa langue et sa culture juridique. Je fais une parenthèse pour dire que je fais partie d'un groupe qui s'appelle Droit collectif Québec et on a contesté une décision du juge Léqué qui a été nommé récemment prof de l'Université McGill. Il a été nommé parce qu'il cumulait plus d'années de barreau en Ontario qu'au Québec, alors que la loi dit qu'il faut avoir 10 années de barreau au Québec. Donc, ce n'est pas un civiliste, manifestement. Et il a été nommé quand même. Donc, on a contesté cette décision-là. On verra ce que ça donnera.
Moi, j'irais même plus loin pour ce qui est de la question de la maîtrise de la langue. Ça ne devrait même pas être considéré comme un simple atout, comme aujourd'hui on voit dans les appels de candidature. Ça devrait être considéré comme une condition essentielle pour accéder à la plus haute fonction judiciaire. Je pense aussi qu'on pourrait avoir des auditions publiques sobres pour les nominations, à une éventuelle Cour suprême du Québec. Pas des spectacles comme les États-Unis, mais des échanges sérieux qui permettent aux citoyens de comprendre la vision institutionnelle des candidats, leur conception du rôle de juge et surtout leur vision de l'équilibre entre démocratie et protection des droits. Mais attention, il ne s'agirait pas de demander aux candidats comment ils voteraient sur l'avortement ou sur un enjeu politique précis. Parce qu'à partir du moment où un juge commence à faire des promesses sur des décisions futures, évidemment, vous savez ce que ça veut dire. Je pense aussi qu'il serait intéressant de créer un véritable Conseil national de la magistrature inspiré du modèle européen dont Guillaume parlait. Une institution indépendante qui s'occuperait de l'éthique, de la discipline, de la formation continue et d'une partie de la nomination judiciaire. Pourquoi? Parce qu'actuellement au Canada, l'indépendance est surtout individuelle. Une fois qu'un juge est nommé, il devient indépendant. Et dans plusieurs modèles européens, on protège davantage l'institution judiciaire elle-même, évidemment, ainsi que le juge. Donc, autrement dit, on retire une partie du contrôle direct du politique sur l'organisation de la magistrature. C'est ce qui se passe actuellement au Canada. Évidemment, il faudrait éviter de créer de nouvelles castes technocratiques fermées sur elles-mêmes. C'est pour ça que la présence dans ce conseil pourrait être formée de citoyens, de représentants régionaux et de membres de la société civile me semble essentielle. Une autre idée intéressante que je soumets à Guillaume et à Vincent, des mandats fixes pour les juges de la Cour suprême du Québec. Par exemple, 12 ou 15 ans sans renouvellement. Ça éviterait qu'une même personne exerce une influence énorme pendant 30 ou 40 ans, souvent, peut-être même souvent pour certains pénibles. Et honnêtement, ce n'est peut-être pas une mauvaise idée que cette idée-là s'applique dans d'autres sphères d'influence publique. Je pense notamment aux chroniqueurs et aux journalistes. Au-delà des structures, il y a un enjeu fondamental, l'accessibilité. Et je termine là-dessus. Beaucoup de citoyens ont aujourd'hui l'impression que la justice parle une langue qu'ils ne comprennent plus. Les enjeux sont souvent extrêmement techniques et manquent de cohérence. Une justice québécoise moderne devrait être plus proche du monde. On pourrait imaginer un résumé simplifié, par exemple, des grands jugements. C'est une autre question que j'adresse à mes collègues. Dans un langage clair et accessible, une justice plus pédagogique, plus humaine, plus compréhensible, parce qu'une justice qui explique mieux ses décisions est aussi une justice qui renforce sa légitimité démocratique. Au fond, l'objectif ne serait pas de politiser la justice ni de l'affaiblir, au contraire. L'objectif serait de préserver son indépendance tout en la rapprochant de la société québécoise. Parce qu'une justice nationale ne doit pas seulement être indépendante, elle doit aussi être comprise, respectée et profondément enracinée dans la société qu'elle sert. Merci beaucoup. Pour organiser le débat, je vais peut-être vous laisser chacun 2 minutes pour réagir entre vous, c'est-à-dire répondre aux questions ou aux idées qui ont été proposées. J'ai une question d'une auditrice qui Est-ce pose... que tu peux la retenir quelques secondes? Oui. Parfait. D'accord. Donc, si vous voulez prendre 2 minutes pour commenter réciproquement ce que vous avez expliqué les uns les autres et les questions qui ont été adressées aux uns et aux autres. Oui, merci. Donc, sur l'intervention d'Éric, fort intéressante. En fait, ce que tu proposes, c'est intéressant. Moi, j'ai toujours le même réflexe quand on nous dit, bon, ben, dans un Québec souverain, on pourrait faire telle chose. On pourrait avoir un système avec des meilleures nominations de juges, mais pourquoi qu'on ne le fait pas déjà avec les juges qu'on nomme actuellement? Comment? On n'est pas capable. On n'est pas capable? On fait avec la nomination des juges de la Cour du Québec? Est-ce qu'il y a eu des réformes importantes de la justice depuis 1867? Oui, il y a eu une réforme importante du mode de nomination des juges par la commission Bastarache.
C'est-à-dire. Ben, c'est-à-dire qu'on a fait en sorte que c'est moins le gouvernement, le ministre de la Justice du gouvernement a juste 3 noms sur la liste, alors qu'il y a beaucoup plus de noms, il faut avoir de l'influence politique, maintenant il y en a moins. Mais bref, C'est pas une grosse réforme. non, mais même les réformes. Il n'y a pas de débat entre nous. Non, mais on pourrait revenir, mais en bref, tu sais, je vois pas. Tu sais, sur la Côte du Québec, la nomination des juges de la Côte du Québec, tu sais, il n'y a pas vraiment, il y a pas tant de limites constitutionnelles. Donc, je vois pas tout ce qu'Éric dit. Mettons, ce qui est proposé Éric concrètement, qu'il y ait par exemple une audience parlementaire. On peut faire ça pour les juges. On pourrait décider que le juge en chef de la Côte du Québec, demain matin, on peut décider ça. Pas besoin de Québec souverain. On peut décider ça demain matin que, désormais, la nomination du juge en chef de la Cour du Québec, il y a une comité parlementaire qui s'en saisit, puis dans un esprit de sobriété, on pose des questions. Donc, moi, j'ai toujours de la misère quand on dit dans le Québec souverain, il y aura une Cour suprême, là, ça va être parfait, puis là, on va avoir non, faites-le tout de suite, ou, c'est comme, je sais pas, il y a quelque chose qui fait que l'argument vient moins me chercher. Dans le cas de la question de Vincent, donc école de magistrature, déjà, moi, je suis pas un grand fan de l'école de magistrature en France parce que ça pense pas qu'il y a des juges de 25 ans. Beaucoup de respect pour les gens de 25 ans, mais c'est prouvé, ça donne, dans certains cas, des catastrophes. Là, il y a un exemple, c'était l'affaire du trou, donc des gens accusés de pédophilie pendant 3-4 ans, là, à la fin, on réalise qu'ils n'auraient jamais dû être accusés, il y avait 0 preuve, puis si le juge avait eu un minimum d'expérience, ces gens-là n'auraient pas été traînés dans la boue pendant 4 ans. Tout de suite, un juge d'expérience aurait vu que ces gens-là sont innocents, il n'y a pas de procès, c'est fini. Mais là, c'était des petits jeunes de 25 ans qui ne savaient pas. Donc, le fait d'avoir des gens qui ont été avocats pendant 10 ans avant de devenir juge, ça a ses avantages. Cela étant dit, moi, je pense que le génie québécois, c'est le meilleur du génie français et le meilleur du génie britannique. Donc, l'idée, c'est de dire, effectivement, puis là-dessus, je te suis, on pourrait avoir un DESS spécialisé. On dit, vous êtes juge, d'accord, 10 ans d'expérience comme avocat, moi, je crois à ça donne des plutôt bons résultats, mais ça vous prend aussi un DESS après ça, on peut appeler ça école à magistrature ou diplôme en magistrature, avec. On peut imaginer qu'il y aurait un peu de médiation, tout ça là-dedans, les trucs à la mode, mais il y aurait aussi vraiment la pensée civiliste, la pensée québécoise, du droit constitutionnel québécois. Là, on pourrait vraiment mettre quelque chose de substantiel. Plus on est original, plus le barreau s'opposerait, mais il y aurait une belle bataille politique à amener. Je pense que ce serait intéressant. Ensuite, pour ce qui est de la fin des appels à la Cour suprême du Canada en matière de droit civil, si je comprends bien. Donc, probablement que la plupart des constitutionnalistes vous disaient ça prend une modification constitutionnelle, formule 750, la majorité des provinces. Moi, je vous dis, non, probablement qu'on peut le faire bilatéral. Probablement qu'on pourrait trouver en Constitution une petite affaire qui concerne juste le Québec. Puis là, boum, on modifie ça, encore bilatéral, Québec fédéral, comme on a fait pour les commissions scolaires. Donc, moi, je suis de l'école, puis c'était dans le rapport Pro-Rousseau. Il y a bien des choses qu'on peut faire unilatéralement. Quand on ne peut pas le faire unilatéralement, plus souvent qu'autrement, une entente Québec fédéral, pas besoin des autres provinces. Il y a plein de choses qu'on va faire. Le Nouveau-Brunswick, il a sa propre section dans la Charte canadienne des droits, juste pour lui. Il a fait ça avec le fédéral tout seul. Il y a plein de choses qu'on peut faire. L'idée, d'un point de vue indépendantiste, l'idée, ce serait de faire un estatou. Comme la Catalogne, c'est négocier un estatou. Puis là, tout le monde trouvait que ça, c'était donc bon, c'était une super autonomie, ça permettait de rester dans le grand marché espagnol. Puis là, maintenant, la Cour suprême, la Cour constitutionnelle, plutôt, a cassé ça. Puis là, la souveraineté est passée de 25 à 50%. Bon, voilà. Donc, je vous soumets que c'est peut-être mieux ça. Moi, tout ce que je vous ai dit ce soir, j'y crois profondément. Puis oui, la souveraineté, ça donnerait de l'accès à la justice. Tout ce que j'ai dit, j'y crois. Mais je pense pas qu'on va une personne avec ça. Ça vaut très, très peu de monde. C'est pour ça que je pense qu'il faut agir pour, si on veut que la souveraineté, ça monte un peu en termes d'appui. Est-ce que vous avez des commentaires à formuler brièvement? Brièvement, ben d'abord pour la question de l'école de la magistrature, moi je n'ai pas de problème avec ce que Guillaume propose. L'idée c'est que le Québec ait un certain contrôle sur ses juges, puis qu'il casse la relation, disons qu'on essaie de ne pas trouver un mot trop méchant, là, mais de dépendance. Incestueux. Vous le dites. Entre le barreau du Québec et le système fédéral canadien. C'est pas normal que ça soit devenu une succursale qui fasse juste défendre les intérêts du Canada. Ces gens-là devraient avoir l'intérêt du Québec à cœur, le droit québécois à cœur. Donc, d'une manière ou d'une autre, de juste, tu sais, si on se créait un genre de, pas une école de la magistrature, mais un genre de barreau de la magistrature qui est complètement indépendant du barreau, avec ces personnes-là qui sont formées comme juges, ça pourrait permettre un peu de briser ça. Pour les appels, moi je pense qu'on peut faire preuve de créativité à ce niveau-là. Moi, j'ai pas de problème avec la modification bilatérale, mais moi je pense qu'on devrait même juste contester la Constitution canadienne. Pour moi, là, il y a une partie des décisions, même de la Cour suprême, qui sont complètement inconstitutionnelles. Tu vas contester où? Tu vas contester à la Cour suprême? Bien, il y a toute une jurisprudence qui n'est pas utilisée par les avocats. Il y a toute une jurisprudence qui existe, qui démontre
qu'il y a un droit québécois qui existe, puis qu'on a complètement... Le droit de veto du Québec, là, on a utilisé la Convention constitutionnelle pour se défendre. C'était une affaire politique là, qu'on a marché. Mais ça n'a pas marché parce que c'est un très mauvais argument. Moi, ce que je dis, c'est qu'il y a un argument beaucoup plus convaincant que ça, beaucoup plus profond, qui démontre qu'il y a une légitimité au mouvement indépendantiste québécois, qu'il y a une légitimité d'avoir refusé de signer la Constitution de 1982. On n'est pas fous. Non, d'accord, mais tu vas faire valoir ça où? À quel Pour la niveau? place publique. Première, ok, l'endroit. mon cher Denis, je vais te répondre à ta question. On se dote au Québec d'une loi sur l'autodétermination du Québec. Ça existe déjà. Puis là, on ajoute dedans que les compétences en droit civil québécois sont de matière québécoise. Ah oui, d'accord. Puis, puis, voilà. On crée des choses qui sont en théorie inconstitutionnelles, on force des gens à le contester, puis on démontre que ça fonctionne. D'accord. Trouve le parti qui va faire ça. Mon cher Eric. On a fait un bout de chemin. Oui, oui, bon. Dans les 7 dernières années, on a fait un Oui, bout de comme chemin. j'ai vu ça, j'ai vu ça. Mais je respecte beaucoup le travail de Guillaume et de Vincent, puis Guillaume surtout qui a fait beaucoup pour poser des gestes de rupture avec le gouvernement en place. Malheureusement, les décisions judiciaires qui vont valider si ces gestes de rupture-là sont constitutionnels dans le pays dans lequel on est, n'arriveront pas avant les prochaines élections. Donc, on ne saura pas si le modèle fonctionne. Maintenant, je suis d'accord avec toi, Guillaume, que on pourrait le faire maintenant. Donc, on l'a dit tout à l'heure, puis vous l'avez dit vous-même, c'est qu'on a des difficultés à se sortir du modèle canadien. C'est un peu pour ça qu'on n'est pas original sur nos façons de fonctionner avec les juges de la Cour du Québec. Parce qu'effectivement, on a toutes les poignées qu'il faut pour le faire. Moi, je pense même qu'on pourrait nommer nos juges à majorité des 2/3, une majorité qualifiée de l'Assemblée nationale. Elle sera encore plus légitime. Je vais frapper sur le clou de l'école de la magistrature, si tu permets, Vincent, pour te dire que, dans le fond, ça vient en contradiction un peu avec ce que je disais là, sur la question des mandats fixes. Moi, je ne crois pas qu'on peut faire carrière dans ce domaine-là. Il faut avoir... C'est un peu comme... je vais le dire sans malice, c'est un peu comme un député. Moi quelqu'un qui a toujours été député, j'ai l'impression, c'est un travail, entendons-nous, c'est un travail, mais j'ai l'impression qu'il manque un peu de la réalité. Les juges, la même chose. Donc, comme dit Guillaume, 10 ans de pratique, ça augure bien. Maintenant, ça n'empêche pas qu'il y ait des mauvaises nominations. Puis, évidemment, comme avocat, moi, j'ai l'obligation de respecter les institutions judiciaires, mais il y a quand même objectivement des mauvais jugements qui sont rendus souvent. Donc, voilà. Merci. Merci, Eric. Écoutez, ça a été très riche en échanges. En plus, les arguments ont été répercutés par les uns et par les autres. Et donc, nous allons passer à la salle. Et la première intervention va à notre personne en ligne. Deuxième intervention, Martine Ouellette. Troisième intervention, Gilbert Paget. Eh bien, j'ai René qui posait la question à l'effet de... Oups. C'est pas son nom de famille. C'est René Pillon. Je ne vous ai pas entendu sur le principe de la séparation des pouvoirs, composante essentielle des sociétés libres et démocratiques. Bon, Guillaume, vous voulez élaborer là-dessus? Je peux y aller rapidement. Oui, effectivement, évidemment, bon, le temps est limité, on n'a pas évoqué tous les grands principes constitutionnels pertinents. Celui-là en est un, certainement. Donc, en bref, la séparation des pouvoirs, bon, c'est exécutif, législatif, judiciaire. La façon que ça fonctionne au Canada, c'est qu'il y a quand même une bonne séparation entre le judiciaire et les deux autres. Peut-être pas suffisamment au niveau de la nomination. Là, il y aura peut-être du travail à faire, que ce ne soit pas nommé juste par le premier ministre fédéral. Pour ce qui est de l'absence de séparation exécutif-législatif, ben c'est tout un autre débat. Est-ce qu'on voudrait, dans un Québec souverain, avoir un système présidentiel et tout? Moi, je ne suis pas sûr de ça. Je suis plutôt partisan du système britannique là, qui a été, au fil des années, québécisé. Donc voilà. D'accord, merci. Merci. Martine Ouellette. Oui. Dans un premier temps, juste en termes de philosophie, c'est sûr qu'on peut continuer à essayer d'améliorer le Québec dans le Canada, mais c'est clair que moi, je pense que c'est le temps qu'on arrête d'essayer avec tous les obstacles qu'on a puis qu'on passe à l'indépendance, mais qu'il y ait des partis fédéralistes
qui travaillent à améliorer le Québec dans le Canada. On n'a rien contre. Mais je pense qu'il faudra juste arrêter de perdre notre temps parce qu'on sera toujours de toute façon ralenti, barré. C'est pas parce que année on fait un gain qu'il faut s'en glorifier parce qu'on est bloqué sur plein d'autres éléments. Fait que pour moi, c'est clair que c'est l'indépendance la solution. Vous avez parlé beaucoup d'institutions. Très intéressant. Mais moi, je suis surprise. Je pensais entendre parler, par exemple, parce que là, oui, on a du droit code civil au Québec, mais il y a le code criminel qui est canadien. Et est-ce qu'on veut rapatrier le code criminel tel quel quand on va faire l'indépendance du Québec, ou on voudrait lui apporter des améliorations, des adaptations à notre culture, qui est quand même différente de la culture anglaise, britannique. On peut parler à toute la culture de réhabilitation, par exemple. Donc, moi, je m'attendais à t'entendre parler de ça. Et je suis très curieuse de ça. Et d'ailleurs, quand Denis disait, quand il a parlé aux différents chefs indépendantistes que personne n'avait... Sûrement que j'ai pas dit ça parce que moi, depuis longtemps que je suis curieuse, mais je suis pas de formation juridique. Moi, je suis ingénieur mécanique de formation MBA. Mais quand j'ai fait les courses à la chefferie, quand j'étais chef du Bloc québécois, j'avais cette préoccupation-là très grande de qu'est-ce qu'on fait avec le code criminel? Est-ce qu'on n'aurait pas justement avantage comme indépendantiste à dire voici à quoi ça pourrait ressembler dans un Québec souverain, voici toutes les améliorations qu'on pourrait lui apporter et qui ferait en sorte qu'on aurait vraiment des avantages à faire l'indépendance. Et ça, je n'ai pas entendu parler ce soir. Je ne suis pas spécialiste en droit criminel. Ce que je sais cependant, parce que pour suivre l'actualité, c'est que l'innovation qu'on a faite, nous, au Québec, ici récemment, avec le ministre de la Justice, Simon-René Barrette, qui est vraiment un moulin à produire des projets de loi innovants, c'est qu'on a créé une espèce de tribunal spécialisé pour les personnes victimes de violence. Donc, moi, je pense que ça, c'est un acquis, c'est quelque chose qu'on pourrait garder, ça, si on crée notre propre système criminel. Pour le reste, je laisse la parole à mes collègues parce qu'évidemment, ce n'est pas un domaine dans lequel j'ai pratiqué du tout. Vincent? Ben moi, c'était tout simplement pour rebondir sur l'idée que changer le Québec, c'est pas de travailler pour l'indépendance. Là, on a un gouvernement du Parti québécois en ce moment qui propose de faire un référendum. Merci de prévoir. Peut-être futur gouvernement qui prévoit de faire un référendum à la fin de son mandat. Bon, mais qu'est-ce qu'il va faire pendant 3 ans? Qu'est-ce qu'il va faire pendant 3 ans? Ben, nous, on a des propositions pour créer un pays qui pourrait être ratifié par référendum. Ne faisons pas plusieurs référendums, là, c'est assez compliqué. Mais tu as raison, je te suis là-dessus pendant 2 ans. 3 ans, 4 ans. Les gestes de rupture. Exactement. Je suis tout à fait. Je trouve que c'est vraiment une bonne approche. Guillaume, sur le code criminel, donc, généralement, là, si je me souviens de l'avant-projet de loi sur la souveraineté 95, là, puis dans la logique de ça, c'est-à-dire le droit fédéal continue de s'appliquer au Québec. Jusqu'à temps qu'on remplace. Là, on devient souverain, puis là, ben, le code criminel, ça devient le code criminel du Canada, ça devient le code criminel du Québec. Puis là, les prochaines modifications que va faire le fédéral s'appliqueront au Québec, puis les modifications, le Québec va pouvoir y faire des modifications. Donc, ça, c'est l'espèce de scénario minimaliste. Ah ouais. Là, l'hypothèse que tu soulèves, si je comprends bien, c'est de dire, mais pourquoi on n'accompagnerait pas le projet souverainiste de dire, mais voici le code criminel, comment on pourrait le modifier? Mais là, ça pose la question suivante. En gros, il y a 2 façons de le modifier, si on simplifie. Soit on mise pour plus de répression, puis finit les sentences bonbons, puis on met les criminels, puis les pédophiles en prison, plus que le fédéral qui est bonbon, puis qui a plein de lois pour... bon. Ou, au contraire, on dit, ben non, nous, c'est un projet social-démocrate, on va faire plus de prévention, puis les petits gens, on ne les met pas en prison. Donc, ça pose la question de, est-ce qu'on veut un projet souverainiste de droite ou de gauche? La réponse du mouvement souverainiste a toujours été, non, ni un ni l'autre, c'est une grande coalition. Fait que c'est pour ça qu'on propose pas de réforme du code criminel, parce que c'est forcément connoté à gauche ou à droite. À moins d'en faire des réformes techniques, mais là, il n'y a personne qui va voter pour la souveraineté pour des motifs techniques. Donc, soit on en fait un truc, si on peut s'assumer de dire à cette heure, la souveraineté au Québec, la souveraineté, c'est de droite.
Puis les niaiseries de Trudeau avec un code criminel qui dit qu'il ne faut pas mettre personne en prison parce qu'il y a trop de Noirs, il y a trop d'Autochtones, c'est fini pour Québec, c'est on est l'universaliste, puis on va avoir un code criminel, puis on va défendre les femmes, puis on va mettre tout le monde en prison. Si on veut faire ça, ça se peut que ça marche. Mais, historiquement, le mouvement souverainiste, c'est pas ça. Merci. Gilbert. Oui, d'abord, j'aimerais vous remercier tous les trois. C'est vraiment un florilège d'idées extrêmement intéressantes à approfondir. Et j'étais conscient, lorsque je vous ai invités tous les trois, qu'on n'avait pas nécessairement la même approche d'accession à la souveraineté. Nous, au mouvement Québec indépendant, je pense majoritairement, on pense que ça doit se faire par une élection. Évidemment, une élection pourrait, dans le contexte actuel, ne pas donner un appui majoritaire de la population, ce qui ne peut que retarder le référendum de l'indépendance. Donc, je pense qu'il faudrait que on arrête de penser dans le cadre du système constitutionnel canadien. Et c'est pour cette raison qu'on a organisé ces rencontres de penser le Québec indépendant. Et là, le grand problème que je vois entre se battre contre le système canadien pour faire toutes les belles réformes que vous avez en tête, qui sont tout à fait justifiées, et qui, s'ils s'étaient implantés, nous rapprocheraient effectivement de l'indépendance. Je suis d'accord avec ça. Mais le problème, c'est que le système juridique canadien, tel qu'il existe actuellement, m'apparaît aussi immuable que la Constitution canadienne. On ne peut pratiquement pas changer la Constitution canadienne. On peut faire des ententes bilatérales jusqu'à un certain point, mais on ne peut pas changer la Constitution canadienne. On ne peut pas changer le système juridique, pour la simple raison que, du point de vue canadien, le Québec est une province. Autant que possible comme les autres, on constate que la langue est différente, la langue majoritaire est différente, on fait certaines concessions, mais essentiellement, on se bloque sur un système canadien qui se veut englobant et qui veut s'appliquer au Québec et toute la façon dont les juges sont nommés. Donc, ça nous prend, je pense qu'il faut amener la population, si on veut que l'indépendance se réalise, il faut amener la population à penser en termes d'État indépendant qui contrôlerait son système de justice. Pour ça que moi, ça ne me dérange pas qu'on propose une réforme, qu'on aille se casser la gueule sur les changements constitutionnels que ça prendrait. Mais ce qui est important, c'est qu'on mette de l'avant. Et dans ce sens-là, moi, la question qui me préoccupe, c'est comment, c'est un peu technique aussi, là, comment peut-on bien intégrer le code criminel et la tradition civiliste dans un Québec indépendant. Parce que avant l'indépendance, on ne pourra pas le faire, évidemment. On ne pourra pas le faire, ils sont orientés différemment. Et si on veut rejoindre l'idée de se donner un système juridique à notre image, il va falloir qu'on arrive à intégrer notamment ces deux éléments-là extrêmement importants. J'ai quelque chose là-dessus, rapidement. Oui. Le code criminel, c'est pas un code. C'est pas un vrai code. C'est un projet de loi britannique qui a été écrit par les Britanniques. C'est n'importe quoi. Parce qu'un vrai code dans la tradition civile, ça, c'est du sérieux. Il y a une vraie logique. Au début du code civil, il y a des grands principes. Après ça, c'est organisé par livre dans chacun des domaines. Dans le code de procédure civile, même chose, il y a des principes. Ensuite, l'ordre des articles, c'est l'ordre chronologique qu'on peut suivre pendant une instance. C'est hyper logique. C'est cartésien. Ça a été pensé avec la Révolution française et tout. Le code de procédure, c'est juste plein de règles dans aucune ordre logique placée là. C'est une logique de commune. À un moment donné dans l'histoire, il y a eu un problème concret, ils ont trouvé une solution concrète. Là, ils l'ont codifié. Puis après ça, ils ont trouvé un autre problème concret, une autre solution concrète. Ils l'ont codifié après sans aucun ordre logique. On pourrait penser à un code criminel qui serait pensé un peu comme un vrai code. Je pense que ça exciterait beaucoup de juristes. Est-ce que ça va chercher plus que ça? Je ne sais pas. Merci. Ça dépend Oui. D'abord, merci Gilbert pour ta question, puis surtout pour la manière dont tu l'as présenté aussi, j'apprécie beaucoup. Puis oui, nous autres, je pense qu'on était conscients qu'on arrivait dans un terrain où, je pense que c'est des amis là, qui sont là. Puis moi, je crois beaucoup à la diversité des tactiques, tout simplement. Ça prend plusieurs types d'actions pour que ça fonctionne. Mais il y a une chose que je trouve qui est importante
à savoir, puis c'est pour ça que je viens ici, que je fais de la pédagogie sur ces questions-là. Le régime canadien a beaucoup changé depuis 1982. On est conscient de ça. Puis ça, il y a, bon, je me souviens plus de son nom, il y avait le colonialisme au Québec, qui avait parlé comment le colonialisme fonctionnel. Pardon? André d'Allemagne, tout à fait. Qui avait parlé qu'il y avait un colonialisme politique, un colonialisme social, un colonialisme économique, culturel. Le Canada s'est transformé en 1982 pour devenir non plus une colonie de l'Empire britannique, mais son propre empire. Et la manière dont il fonctionne, la manière dont il agit est différente de l'époque d'André d'Allemagne. Aujourd'hui, le Canada est fondé, selon moi, sur un impérialisme moral et judiciaire principalement. Judiciaire, j'insiste là-dessus. Le pouvoir des juges est démesuré. Le pouvoir des juges transforme le droit canadien et de façon extrêmement rapide. Hier, on a eu une décision en Alberta qui démontre que le renvoi sur la sécession de 1998 est dépassé. Le renvoi sur la sécession de 1998, ça disait, bon, si on a un référendum avec une majorité claire, etc., puis ça peut marcher pour des négociations. Maintenant, il y a un nouveau joueur dans la partie, c'est les Autochtones. Moi, je suis pour le droit des Autochtones. Vous pouvez lire mes textes, j'en écris beaucoup là-dessus. Je suis pour un système, justement, qui est favorable aux Autochtones, mais un système pensé de façon québécoise. Mais il faut comprendre que de cette manière-là, non seulement le fédéral nous met contre eux, mais c'est qu'en plus, ça crée des blocages pour l'accession à l'indépendance. Ça, c'est majeur. La décision d'Alberta, on ne sait pas encore si elle va se rendre en Cour suprême. Je l'ai regardé rapidement, il y a souvent des erreurs, des choses comme celle-là. Mais moi, ce que ça me dit, c'est qu'il y a un... Puis la question autochtone, elle a changé énormément dans les 10 dernières années. Ça a été extrêmement rapide, puis ça a transformé l'ensemble du système canadien. Donc ça, il faut en être conscient. Je veux bien que si on est indépendant demain matin, peut-être que cette question-là ne se posera plus. Mais peut-être qu'on ne sera pas indépendant demain matin, puis il faut l'avoir en tête, puis il faut être conscient de ça. Puis même si on est indépendant, bien, les Autochtones vont revendiquer leurs droits, puis ils ont le droit de faire ça. Donc nous, il faut qu'on leur fasse des garanties à travers tout ça, etc. Merci. Oui, monsieur. C'était justement ma question. Je voulais juste ajouter quelque chose à la question de Gilbert, si tu permets. Oui, mais rapidement. Ça ne parle pas de justice. C'est que tu as dit qu'on n'était peut-être pas proche politiquement. Je pense qu'on est plus proche politiquement que tu le parles, Gilbert, parce que moi l'indépendance, c'est important. Et je suis loyal aux visées du chef du Parti québécois actuel. Puis si d'aventure, il changeait d'avis, puis il décidait de déclarer unilatéralement l'indépendance par un projet de loi adopté par la majorité, je serais loyal à sa vision aussi. Puis j'irai de l'avant. Tu ne la jetteras pas sur la place publique. D'accord. Alors, monsieur. Alors, est-ce que les Autochtones et la nation inuite contestent, sont d'accord avec l'application du droit sur leur réserve des territoires qui les contrôlent? Il n'y a pas eu de contestation? Vous parlez des Autochtones, est-ce qu'ils sont d'accord avec l'application du droit? Du droit civil et du droit criminel? Ben là, c'est une question très très vaste, ça dépend. Oui, j'essaie de voir comment vous l'avez en tête. Je pourrais vous faire un petit, là, vraiment là, hyper rapide. Là. Les Autochtones avaient des traditions juridiques avant que les Européens arrivent. Ils n'appelaient pas ça des systèmes juridiques comme nous on les appelle, mais il y avait tous des modes de fonctionnement, des normes. Ça, c'est universel. Toutes les sociétés humaines fonctionnent avec un certain système de normes. Et on appelle ça des coutumes, généralement. C'est pour ça qu'on avait la coutume de Paris. D'ailleurs, la commune law, c'est littéralement la coutume commune. Les Anglais, ils ont un droit hyper bizarre. Là. Ils ont l'air d'une grande puissance, mais en réalité, c'est bien bizarre leur droit aux anglophones. Puis, mais c'est de la coutume. Ils ont leur coutume, ils ont le droit. Comme nous autres, on avait la coutume de Paris qui est devenue notre code civil. Puis les Autochtones avaient leur propre coutume. Sauf qu'ils sont, d'une certaine manière, eux autres, on ne leur a pas posé la question. Depuis la conquête britannique, ça c'est important. Parce que dans le système français, même si les Français avaient proclamé la souveraineté, en réalité, les Autochtones avaient pas mal gardé leurs coutumes, puis il y avait des conflits plus politiques, il y avait des tensions comme ça, mais c'est dans un système d'alliance, puis il y avait un certain respect qui était installé. Mais les Britanniques, quand il y a eu la conquête, ils ont imposé leurs droits. Puis ça, le droit canadien va être super avancé pour le droit autochtone. Les Autochtones n'ont pas le droit de pratiquer leurs coutumes. On leur impose, malgré tous les bienfaits des avancées sur les droits autochtones, c'est quelque chose qui, ça, puis leur langue, entre autres, c'est quelque chose qu'ils perdent. En fait, ils sont soumis au code criminel. Est-ce qu'ils sont soumis au droit civil? Monsieur Pareto disait en 1995
qu'on avait tout intérêt à avoir de très bonnes relations avec les nations autochtones et les Inuits pour la scène internationale. Il serait peut-être bon de préparer déjà des cours, des lois en collaboration avec les Autochtones pour régler cette question-là avant l'indépendance. Ça va être fondamental. Merci. Ça va être... Est-ce que quelqu'un, aussi, monsieur derrière? Ouais. Je ne sais pas s'il y a un nombre de questions maximum. Non, À 12, on commence. On doit s'arrêter. Non, vous avez raison, on doit s'arrêter à 9 h. Ok. J'en ai trois, mais vous répondrez si vous voulez à une ou trois. La première, est-ce qu'on importe l'institution du juge d'instruction au Québec? La deuxième, Est-ce que vous pouvez répéter? est-ce qu'on importe de l'institution du juge d'instruction? Le juge d'instruction. C'est vrai de poser la question. Est-ce que en Écosse, quand il y a eu le référendum en 2014, est-ce qu'on avait pensé en amont à ce qu'elle avait avec le droit écossais, qui est aussi du droit civil, je ne vais pas dire pas conflit, mais en coexistence avec la commune là de Londres? Est-ce qu'on avait pensé à ça, est-ce qu'on avait imaginé ce qui adviendrait si Louis avait passé? Puis ma troisième question, c'est par rapport à ce que dit Guillaume Rousseau. J'ai comme compté qu'il y aurait deux niveaux d'instance juridictionnelle. Si on décapitait, par exemple, la Cour suprême, est-ce que c'est bien ce que j'ai compris? Parce que si les Québécois sont légalistes, je ne pense pas qu'ils vont vouloir laisser partir une troisième instance avec l'indépendance. Donc, c'est mes trois questions à faire. Je vais aller sur la troisième. Vas-y. C'est une bonne question, effectivement. Tantôt, parce qu'évidemment, j'y allais un petit peu pour le plus simple, parce qu'on peut penser que Québec souverain peut se mettre à plein d'hypothèses et de modalités, alors que ça repose sur pas grand-chose par définition. Donc, je me disais que l'hypothèse la plus simple, c'était juste de dire la Cour suprême n'a plus juridiction au Québec, donc ça devient la Cour d'appel qui est tribunal de dernière instance. Donc, ça me semblait l'hypothèse la plus simple. Mais effectivement, on peut penser que le fait de perdre un ultime droit d'appel serait vu par les Québécois comme quelque chose de négatif dans une hypothèse d'accession à la souveraineté. Donc, on aurait avantage à, j'ai entendu, je pense Éric en parlait, par les Cours suprêmes du Québec. Dans mon hypothèse, il y avait la Cour d'appel de dernière instance, mais pour les questions constitutionnelles, il y avait le Conseil constitutionnel, donc ça répond peut-être un petit peu au souci, mais c'est une vraie question que vous posez. On peut aussi imaginer l'hypothèse où ça poserait la question qu'est-ce qu'on fait avec nos trois juges de la Cour suprême du Canada qui sont québécois? Est-ce qu'on les rapatrie dans une Cour suprême du Québec ou on les envoie à la retraite? Mais bref, on pourrait effectivement créer une Cour suprême du Québec et ou le Conseil constitutionnel. Puis là, notre Cour suprême du Québec, de nomination québécoise, serait au-dessus de la Cour d'appel. On vient de régler un problème. Qui réglerait le problème qu'on évoquait plus tôt. Qui est énorme. C'est pas, ça peut être intéressant. C'est une hypothèse qui se tient. Commentaire? Non? C'est bon? Est-ce que les autres questions, tu as répondu à la troisième, il y en avait deux autres avant. Est-ce que. Je ne les ai pas entendues. Ben, c'est l'exemple écossais. Ah oui, l'exemple écossais. Oui. L'exemple écossais. Est-ce que. Des juridiques en Écosse aussi. Oui. Est-ce qu'on a des compétences, des connaissances là-dessus? Non, je sais qu'il avait produit un gros livre, donc probablement qu'il y aurait la réponse là-dedans, mais honnêtement, je ne l'ai pas. Donc, est-ce que. ça doit exister comme Je fais réponse. du village là-dessus. Est-ce que vous savez si le Parti québécois, dans son fameux livre bleu, qui n'est pas. Qui s'en vient. Qui s'en vient. Qui s'en vient. Oui, qui s'en vient Ça par fait longtemps chapitre. que ça. Non, mais ça en vient par chapitre, j'ai bien compris ça. Est-ce qu'il y a un chapitre sur ces questions? Oui. Oui. C'est tout ce que je peux dire, je ne connais pas le contenu. Non. Il n'est pas encore paru. Non, ils font ça par tranche. Non, mais c'est ça. Il y a pareil, parce que certaines tranches sont parues, c'est pas le cas. Je dois vous avouer que, sans connaître le contenu, j'en ai eu des petites bribes, parce qu'évidemment, je suis dans une instance et les sujets sont vastes et sont explorés de façon minutieuse. Bon, écoutez, c'est quand même encourageant. Au moins, ils y pensent. Et un jour, la société civile va s'en saisir et puis va l'améliorer. Oui, mais c'est ça, c'est pour ça que nous, on fait ces conférences. On veut publier des textes, justement, pour avoir des outils d'intervention dans le débat. Donc, c'est pour ça, messieurs, que nous attendons impatiemment vos écrits. C'est bien la parole, C'est pour ça mais que les son écrits arrêt. restent. Alors, moi, c'est fait. C'est fait, d'accord. Alors, je vous remercie tous et toutes de votre attention, de vos questions. Je pense que ça a été quand même une soirée très productive en termes de projets, d'idées. Et on a brassé plein de choses. Et moi, ce que je souhaite, c'est qu'on ait des traces
écrites sur lesquelles on va pouvoir C'est sûr. réfléchir. Parce que C'est sûr. pour nous sommes des néophytes. Moi, je ne suis pas un juriste. Donc, mais j'aimerais bien avoir des documents qui nous permettent de réfléchir à la question. Merci pour la Et on va s'occuper de les diffuser, comme je le disais au début, là, il va y avoir des suites. En passant, ceux qui nous suivent à distance vous remercient beaucoup et ils ont beaucoup apprécié la profondeur et les observations qui ont été nommées. Donc, il n'y a pas juste des amateurs de hockey, il y en a qui nous ont suivis.